J'ai compris. Tu as compris. Bonjour Eloa, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour le podcast Divergent. Et généralement, je propose directement d'emblée à mes invités de se présenter eux-mêmes et de dire comment est-ce que toi tu te présentes généralement aux gens qui te découvrent. Alors, je m'appelle Eloa Alvarez. Euh, je suis thérapeute holistique, coach à mes heures perdues et surtout très intriguée par l'être humain et son fonctionnement et comment est-ce que je peux l'aider à avancer. Ok, cool. Et, euh, et si, bon, avec toute la connaissance que tu as déjà de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, etc., si on laisse ça de côté 2 secondes et que tu n'es plus Eloa Alvarez pendant un bref instant, mais que tu es autre chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Surtout pourquoi? Qu'est-ce que je... Oh, c'est super intéressant comme question. Je me suis jamais posé cette question comme ça. J'aime beaucoup. Euh, si j'étais pas Eloa Alvarez, qu'est-ce que je serais? Quelque chose de pas très très différent en fait. Je pense que la différence c'est juste que je voyagerais peut-être plus ou moins. Non, plus. Et que j'habiterais peut-être pas en Suisse, je serais peut-être ailleurs et je vivrais peut-être dans d'autres contrées. Et parce que là, tu as quand même encore des traits d'humain, j'entends. Et si tu devais être quelque chose de, je sais pas comment le définir, mais une couleur, une musique, une saison, Dans ce sens-là. Je serais sûrement un animal en fait, je pense. Je serais Ouais. sûrement. Ce serait quoi alors? Euh, Vas-y, quel animal qui vient? je pense que je serais sûrement un félin, un gros félin solitaire, peut-être une panthère ou un léopard ou un truc qui vit un petit peu dans son coin et qui se tapit et qui va chasser de temps en temps. Ok. Donc, c'est plus donc voilà, un animal plutôt caractéristique féline, donc du coup, qui aurait un instinct de chasseur, du coup, aussi, mais qui sait. Ouais, mais qui a ce côté très. J'aime bien les félins parce qu'ils ont ce côté très feignant, lazy. Tu sais, tu les vois souvent paresser au soleil, rien faire. Puis d'un seul coup, ils s'excitent. Puis après, de nouveau, ils passent beaucoup de temps à rien faire. Je pense que ça me correspond beaucoup. Ok, ok. Donc c'est plus pour le côté voilà, qui profite. Enfin, on parle beaucoup de thérapie et de trucs comme ça, Ouais, qui profite un peu de se laisser vivre. Donc le côté félin, mais plus pour le côté, pas justement pour le côté chasseur. Donc c'est bien que tu précises la nuance. C'est pour ça que je te proposais. C'est plus pour le côté, voilà, qui aime s'agiter, mais qui en même temps, voilà, aime prendre du temps pour lui. Alors quelque chose comme ça. ouais, j'adore ce côté très paradoxal du félin qui a l'air très lent et très coulant. Et en même temps, d'un seul coup, il est très vif et très assertif. Et puis, il redevient de nouveau très coulant et très lent. Euh, J'aime bien ce paradoxe et cette capacité à changer d'un coup, en fait, de l'un à l'autre. Donc c'est plus quelque part le fait qu'il puisse changer de forme quelque part Ouais, d'état. exactement. Et après, ça reste quand même un animal qui est très joueur et aventurier et j'aime bien aussi, ouais, ce côté-là. Et à présent, tu sais, le propos du podcast, c'est de pouvoir raconter ou de créer un espace, si tu veux, pour que les invités puissent raconter leur histoire. Ouais. Et, donc de pouvoir justement commencer où ils veulent, dire ce qu'ils ont envie de partager de leur histoire, et puis la commencer, la terminer où ils veulent. Et c'est ce que je te propose à présent. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ton histoire, Éloi? J'aime bien raconter l'histoire de l'enfant que j'étais, ou en tout cas l'adolescente que j'étais pour devenir l'adulte que je suis. Parce que c'était vraiment, c'était pas gagné. On n'était pas parti pour en arriver là. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je pensais toujours que j'allais terminer seule dans un HLM avec 28 chats. Mhm. Et aujourd'hui, je suis pas seule, je suis mariée. Enfin, du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais imaginer comme projeter comme futur. Et pourtant, donc voilà, moi, mon histoire, en fait, à la base, j'ai été adoptée Mhm. et j'ai beaucoup déménagé avec mes parents adoptifs. Ce qui fait que j'ai vraiment vécu quelque chose de très, une vie assez euh, déracinée. Mhm. Mhm.
où j'avais peu de... je restais, je crois que avant l'âge de 24 ans, j'avais 18 adresses derrière moi, donc j'ai quand même pas mal bougé, changé beaucoup d'école, toujours en cours de route et tout ça. Donc je me suis construit beaucoup dans le déracinement et du coup dans le fait d'être seule. Parce que bah, en plus je suis enfant unique, donc je me suis pas mal déplacée là-dedans. Et puis quand je suis arrivée à l'adolescence, là on s'est un petit peu, mes parents se sont plus ou moins stabilisés dans le sud-ouest, dans les Landes. Et je suis arrivée là-bas quand j'avais 14 ans. Je pense que j'ai eu le plus gros déchirement de ma vie à ce moment-là. En arrivant, tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, c'était le seul truc qui me suivait, en fait, c'était mes animaux. Hmm. Et en arrivant dans les Landes, 3 semaines après, j'ai ma chienne qui s'est fait écraser, en fait, devant mes yeux. Ok. Donc ça, c'était vraiment le truc le plus... En plus, je suis arrivée dans un environnement où c'était dur pour moi. Je veux dire, les gens, ils se connaissaient tous depuis, genre, la maternité. Ils sont nés... Ils étaient nés. Et moi, je débarquais un peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'en termes de minorité raciale, la diversité, c'était pas trop ça dans les Landes. Hein, faut pas, je pense qu'on était sur 2000 élèves, on devait être 5 asiatiques, quoi. C'est ça. Ah non. C'était pas, bah, c'est pas un environnement franchement accueillant et je me suis construite du coup à l'adolescence. Enfin, tout est venu un peu en même temps. C'était l'adolescence, ce gros déménagement, cette grosse perte, cet environnement hyper fermé. Moi, j'ai passé une grosse partie de mon enfance dans les îles, aux Caraïbes. Et donc, du coup, c'était un environnement qui était très mixte, très multiculturel. Moi, je traînais qu'avec des rastas. Donc, quand je suis arrivée dans les Landes, j'ai découvert la fermeture d'esprit, le racisme, enfin, des trucs que je savais même pas que ça Tu existait savais avant. pas, ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'avais même pas Donc, expérimenté avant. Ouais. ouais, c'était assez dur. Et du coup, là, je crois que tout s'est mis un peu en place dans les Landes pour voir où est-ce que j'allais être résiliente. Ça, c'était Hmm. vraiment ça. Et du coup, j'ai passé une grosse année toute seule. Après, j'ai trouvé plus ou moins des gens avec qui traîner, mais c'était pas forcément facile. Et toute cette période-là, bah, en fait, c'est là où j'ai commencé à développer des addictions. Donc, la cigarette, le cannabis, l'alcool, enfin, des trucs un peu moins drôles. L'alcool, pas encore. C'était vraiment cigarette, cannabis, et j'étais dans une phase assez dépressive et j'avais commencé une jolie pratique d'automutilation, Mhm. d'autoscarification. Donc, je trouvais ça très joli de Pardon, c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour gérer la douleur, de me découper les bras. Hein. Mhm. Et donc voilà, donc c'était vraiment une période où j'étais très très renfermée sur moi-même et c'était très sombre quoi. J'avais des pensées suicidaires, je pense que j'en avais 400 à la journée quoi. Je m'imaginais en train de sauter par une fenêtre, en train de me jeter sous un train, en train de me prendre une voiture. Enfin, il y a plein d'idées super joyeuses. Et donc en fait, moi, c'est vraiment ce tournant-là. Et puis après, bon, j'ai eu la chance, je suis partie des Landes et je suis allée faire mes classes prépa à Bordeaux. Donc là, j'ai Mhm. retrouvé un environnement plus cool. Je suis rentrée en internat et je pense que la distance avec mes parents, ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre Mhm. des espaces. Ça m'a fait tellement de bien que, bon, entre-temps, j'ai fait des essais-erreurs. C'est les trucs t'avances d'un pas et tu recules de deux. Genre, j'ai eu mon premier bac à 16 ans. Donc, j'ai eu un bac S. Après, je suis partie à l'armée. Ça s'est pas bien passé. J'avais pas trop la personnalité pour rester. J'étais pas assez obédiente pour l'armée. Sur 3 semaines d'armée, j'ai été punie pendant 2 semaines et demie. C'est pas facile. C'est un bon début. Après, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas le meilleur environnement pour moi, trop de règles. Et donc après, je suis revenue et j'ai refait une terminale. Donc j'ai passé un deuxième bac. J'ai eu un bac éco. Mhm. Et entre-temps, j'ai essayé de faire médecine et puis je suis restée 2 mois, puis ça m'a pas plu. Voilà. Donc des essais-erreurs. Et après, je suis vraiment repartie en prépa. Et là, je suis partie à Bordeaux. Et ça s'est mieux passé. Le fait d'être en internat, le fait d'être avec des gens plus ouverts, d'être de nouveau dans quelque chose qui était plus brassé et des gens avec d'autres euh, venant d'autres origines sociales en fait. Il y avait plus de mixité dedans, donc ça c'était plus cool pour moi. J'avais aussi des Caribéens, des Guadeloupéens et tout ça, donc ça me ramenait à mon enfance, donc c'était plus facile pour moi. Et puis la perspective de faire un chemin tout classique de bah tu fais ta classe prépa, après tu passes tes concours pour faire HEC, ESC, bah ça m'a saoulé. Ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de partir à HEC Montréal. Mhm. Et je suis partie à HEC Montréal et là j'ai fait mes études là-bas.
Du coup, là, cette distanciation-là, ça m'a fait prendre un peu d'espace avec la dépression. Du coup, ça m'a ouvert et ça m'a apaisé quelque part un petit peu. Et puis bon, cacher les scarifications, c'est compliqué en fait au bout d'un moment. Donc je pense que j'ai arrêté ça et j'ai commencé j'ai remplacé gentiment par les sorties, par l'alcool, par plus de social en fait. Donc je Mhm. sortais beaucoup. Je pense que quand j'étais à Montréal, je sortais 4, 5, 6 fois par semaine. Et à chaque fois, ça se soldait par une grosse, grosse caisse, une grosse, grosse mine. Enfin, j'ai peu de souvenirs de mes années d'études, du coup. C'était pas forcément vrai. C'est assez, oui, explicable, je pense. Donc voilà, c'était une période, je pense que de 14 à 23 ans, c'était pas la période la plus joyeuse de ma vie, mais c'était pas non plus la plus dégueulasse parce que j'ai quand même appris plein de choses sur qui j'étais, sur ce que j'acceptais ou n'acceptais pas d'être. Mhm. Euh, parce qu'à 14 ans, en fait, j'ai compris que j'avais une tendance plutôt homosexuelle et Mhm. que par rapport à mes copines qui s'extasiaient devant tous les mecs, je m'extasiais pas beaucoup. Donc, ça, J'ai dit merde alors. ah merde alors. Puis après, du coup, j'étais la chinoise, la nouvelle, l'adoptée. J'ai dit, oh, encore? Non, je fais pas. On va pas mettre toutes les couches au même endroit, sinon J'ai dit vous encore allez une, non, tomber ça, je en fais pas. hiver. Ça a pas l'air cool. En plus, l'environnement, il est pas, ouais, c'était Oui, pas, c'est enfin, je ça, veux dire, exactement. Ouais. c'est pas San Francisco, quoi. Je me dis, ouais, non, je vais pas le faire. Du coup, la différence, c'était pas trop. Du coup, j'ai essayé beaucoup, beaucoup pendant ces années-là de me conformer. Mhm. Et j'ai plus ou moins bien réussi, hein. J'ai eu mon diplôme avec HEC avec mention. J'ai eu tous mes diplômes avec mention. Enfin, du coup, j'ai assez bien conformé. Et puis après, j'ai débarqué en Suisse. Je voulais absolument pas rentrer en France, après le Canada. Je me rappelle quand on me disait, bah, faut commencer à poser des CV, vous allez bientôt finir vos études et tout ça. Ah, j'ai envoyé des CV partout, sauf en France. J'étais, genre, vraiment, c'était un pays, j'avais pas du tout envie de rentrer là. Ça n'était pas des bons souvenirs, en fait, de rentrer en Ouais. France. Et c'est comme ça que j'ai débarqué en Suisse. Et là, j'ai eu mon premier job et tout. C'était différent. La vie de salarié était différente. Et c'est là où je me suis rendu compte que se faire des amis quand on est étudiant, c'est facile, et se faire des amis quand on débarque et quand on est adulte, c'est vachement compliqué. Mhm. Du coup, c'est encore une question que je me pose, c'est comment on se fait des amis quand on est adulte? Comment on se recrée des relations? Parce que c'est plus dur de rentrer en relation, je trouve. Mhm. Et donc là, j'ai eu mon premier boulot, ça s'est bien passé. Et il y a eu le point clé bascule, en fait, parce que quand ma première année où j'étais en Suisse, j'ai essayé de faire pareil que quand j'étais étudiante. Donc, je sortais tout le temps. Ici, on avait accès à tout aussi de nouveau. En Suisse, en plus, j'avais tellement plus d'argent que quand j'étais étudiante. Donc, euh, j'ai fêté beaucoup. Je partais régulièrement à Amsterdam pour aller boire et fumer. Enfin, voilà. Et puis, je crois que c'est juste après mes 23 ans, il y a eu un truc qui m'a dit, ah, faut que tu fasses quand même, faut que tu fasses quand même un test VIH parce que tu as quand même fait un peu de la merde. Donc, ce serait bien que tu fasses un test. Et donc, je fais un test et bon, ça se passe, hein, je fais ma prise de sang. Une semaine après, je retourne au labo. Et là, je crois que la secrétaire du labo, elle me dit, mais je peux pas vous donner vos résultats, en fait. Faut aller les chercher chez votre médecin traitant et ils seront disponibles que la semaine prochaine. Ok. Excusez-moi, en fait, je comprends pas. Je fais une prise de sang, une semaine après, on m'a dit, vous venez les chercher, je viens les chercher. Pourquoi j'ai pas de résultat? Je comprends pas, en fait. Et elle me dit, bah, en fait, c'est la procédure, c'est le protocole. Je dis, oui, je comprends, mais en fait, je comprends pas. J'entends vous me parler de protocole, mais je comprends pas. Vous pouvez expliquer le principe du protocole? Et elle m'a dit, bon, ok, je vais vous expliquer, c'est que normalement, quand on fait un test VIH, est-ce que vous savez comment ça se passe? On fait un test, on teste deux marqueurs sanguins pour savoir si vous êtes porteuse ou pas de votre charge virale. Et il faut que les deux marqueurs reviennent négatifs pour confirmer la séronégativité. Cool. Le problème, c'est que chez vous, il y en a un des deux qui est revenu positif. Mhm. Donc, votre échantillon a dû partir en contre-analyse à Lyon pour infirmer ou confirmer le diagnostic de séropositivité. Donc, vous pourrez aller récupérer vos résultats chez votre médecin traitant la semaine prochaine. C'est ça. Cool. Ok. Là, tu avais le contexte au moins. Bah là, moi, je savais pourquoi il se passait ça et tout. Puis, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à juste être très dissociée de mes émotions, sur le moment, ça me fait pas grand-chose, en fait. Je me Mhm. dis, ouais, ok. Bon, quand même, une semaine d'attente, en fait, c'est long.
au début, on s'en rend pas compte, mais parce que sur le moment, je m'en rends pas compte, mais en fait, une semaine, c'est long. Et c'est pas quelque chose qu'on peut discuter, en fait. Mm. C'est pas Ouais. quelque chose, on sait pas, tiens, je vais arriver au bureau lundi matin, discuter nouveaux contextes, nouveaux trucs, nouveaux collègues, ça fait 6 mois qu'on se connaît, et dire, salut les gars, au fait, peut-être que je suis sur. Ouais. Bah, c'est pas un truc. Et puis c'est pareil, c'est pas un truc qu'on va appeler ses parents en étant tout fier en lui disant, écoute, maman, c'est Oui. cool, J'ai j'aime faire ma fête. réussi. Non, en fait, non. Écoute, là, ça a l'air de. Donc pendant une semaine, je reste un peu dans ce marasme-là de moi-même, avec une grosse façade de tout va bien, et en fait, au fond, ça commence à juste se détériorer. Puis du coup, tu repasses toutes tes années, qu'est-ce que t'as fait, toutes ces fois où t'as fait de la merde, Là, tu fais, ah ouais, c'est Mm. pas, non, c'était pas, en fait, ouais, ok. Ça va pas l'air joyeux. Puis du coup, j'arrive la semaine d'après, je vais chez mon médecin traitant, je tombe sur un connard fini, parce que c'était pas mon médecin traitant. En fait, comme je venais d'arriver dans la région, j'ai pris un médecin au pif, hein, comme tout le monde. Et c'était la première fois que je le voyais, et il arrive et il commence à me faire le cours d'éducation sexuelle en mode troisième. Tu sais ce qu'on apprend avec les infirmières. Faut se protéger, faut pas partager de seringues, machin. Faut mettre des préservatifs et tout. Moi, je fais, cool quoi. Une demi-heure, j'ai 23 ans, en fait, je t'emmerde et je m'en fous de tes cours d'éducation sexuelle de vieux schneck là. Et donc il me raconte ça, et puis au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, je lui dis, excusez-moi, en fait, ce qui m'intéresse moi surtout, c'est d'avoir mes résultats. Mhm. Il me dit, ah ouais, c'est bon, c'est négatif. Ouais, d'accord. Ok, cool. Donc je prends ma feuille de résultats, je m'en vais, et c'est là où ça m'a frappé, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée dehors sur le trottoir. Je venais de sortir de chez le médecin avec ma feuille de résultats, et c'était blanc en fait, c'était vide, Je me suis dit, putain, en fait, normalement, tu devrais être contente. Tu vois, genre, y a rien. C'est cool, t'es en bonne santé, quoi. Tu Mhm. devrais être heureux, je sais pas, il devrait y avoir un truc. Et je sentais rien. J'étais Mhm. pas contente. J'étais pas heureuse. J'étais pas malheureuse. J'étais pas déçue, mais en même temps, j'arrivais pas à me saisir de ça. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment que ça allait être vraiment la merde si je continuais ma vie comme ça. Ouais, ok. Là, je me suis dit, ouais, ta vie, ouais, je peux pas continuer sur ce chemin-là parce que ce chemin-là, là où il m'emmène, ça a pas l'air d'être une vie cool. Mhm. Et du coup, j'ai changé radicalement dans les mois qui ont suivi. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de boire. Depuis, je bois plus d'alcool. Donc, tu vois, ça fait depuis 14 ans que j'ai pas touché une goutte d'alcool. C'est ça. Mhm. Euh, Ça, c'était à 23 ans, c'est ça? C'est au moment ouais, où tu arrives dans la nouvelle boîte. Enfin, c'est ça. en Suisse. C'est un an après, c'est grosso modo un an après être arrivé en Suisse. C'est ça, ok. Mm. Bah, entre-temps, en Suisse, moi, j'ai fait un petit peu des sorties où, moi, je me suis réveillée un matin, on était parti faire la fête, j'étais sortie dans une grosse boîte de drum and bass et tout. Et un matin, je me réveille et j'avais du sang partout, comme ça. Je me suis réveillée, tu sais, genre, tu te regardes dans le miroir et t'as du sang qui a coulé de ton nez et t'as tout le moitié du visage qui est envahi par le sang. Et tu te rends compte qu'en fait, tous les vaisseaux sanguins de ton nez a pété parce que t'avais sniffé trop de coke, quoi. Ok. Et donc voilà, il y a eu plusieurs petits épisodes un peu dégueulasses comme ça sur cette année-là, sur cette première année. Ça avec voilà, cet épisode plein de sang. Une fois, je sors et puis le lendemain, je crois que c'était mais j'ai décidé comme c'est très symbolique, hein, mais c'était le 31 décembre. Donc je sors la veille le 30 avec mes potes et tout. Je me mets une grosse mine. Enfin, j'avais l'alcool. C'était très difficile pour moi d'arrêter de boire. En fait, je m'arrêtais de boire que quand je tenais plus debout. Mhm. Et donc, j'arrive le soir, le 31, chez mon oncle et ma tante. Il y a mes parents qui étaient là. Puis ils me disent, ah, bois un coup avec nous. Puis je dis, non, non, j'ai pas envie de boire. Ils me disent, si, bois un coup avec nous. Je dis, ok, d'accord. J'ai bu une coupe de champagne, je me suis évanouie. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un problème. Et c'est là où j'ai décidé vraiment d'arrêter de boire complètement. Et donc, en fait, ça s'est tout enchaîné. Il y a eu les résultats du test VIH. 3 derrière, il y a eu ça avec l'alcool. Et du coup, j'ai vraiment arrêté, j'ai complètement changé mon mode de vie, en fait. Je suis arrêtée de sortir, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai recommencé à m'alimenter correctement. Enfin, j'ai réappris à faire des courses, quoi. Et avant, je me nourrissais avec ce que je trouvais. Ouais. Et souvent, ça se résumait avec, je faisais chauffer du lait, je mettais 3 cuillères de farine dedans et puis je mangeais ça. Ou la semoule, c'est bien la semoule. Tu mets juste de l'eau chaude dedans, c'est prêt. C'est ça, C'est c'est cool. rapide, c'est juste histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac, quoi.
Ouais, bah chez moi, c'était simple, ma cuisine, tout ce qu'il y avait comme ustensile dans ma cuisine, il y avait une casserole et une cuillère. C'était l'entièreté de ma cuisine, en fait. Une casserole, une cuillère et une tasse. Voilà, c'était très puissant. Donc j'ai réappris à faire ça. C'était le minimalisme, t'étais déjà en avance en fait, Eloa. Ouais, c'était poussé à l'extrême. C'était poussé à l'extrême. Mais c'est là que j'ai commencé, du coup, après mon chemin en développement personnel. Et je suis tombée, j'ai eu un super collègue, en fait. Et un jour, il me dit, ah, tu devrais lire ce livre et tout. Puis il me refile Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Mm. Et je me rappelle, c'était trop drôle parce que je disais, mais en fait, je comprends pas pourquoi la dame, elle parle de moi, en fait, dans son bouquin. Pourquoi elle est en train d'essayer pourquoi elle explique ma vie dedans? Pourquoi dans son livre, j'ai l'impression qu'elle m'a rencontrée. Et puis, droit derrière, j'ai fait un stage avec elle, avec Lise Bourbeau. Puis, non, je crois que le moment le plus transformateur, ça a été, une fois, je fais un groupon. Je sais pas si ça existe encore, groupon. Tu sais, les trucs pour avoir, tu vas chez des thérapeutes et tu vas à 30 balles au lieu de 150 balles. C'est les trucs, les gros deals. Ok. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas mal en vogue. Et du coup, je fais un groupon et puis je vois une meuf qui fait du Reiki. Puis c'était à l'époque où je testais plein de trucs énergétiques, tarot, enfin tout ce que je trouvais à 40 balles, j'allais. Et la meuf, elle fait du Reiki, je vais la voir et tout. Puis j'arrive chez elle et elle me dit, mais je fais pas du tout du Reiki. Ces groupons, ils ont dit que je faisais du Reiki, mais je fais pas du tout ça. Je dis, bon, ouais, si tu veux, moi je m'en fous, je paye 40 balles. De toute façon, je suis là pour 1 heure. C'est ça. Allez, on joue. Tu fais. Tu vois. Puis elle me dit, ok. Et puis là, elle me fait faire elle me dit, bah moi je fais de la constellation familiale. Aucune idée de ce que c'était à l'époque et tout. Puis je dis, d'accord, ok, bah vas-y. Elle me dit, bah raconte-moi ta vie, non, non, bah, un peu comme ça. Je raconte ma vie. Puis elle me dit, ah, je sens beaucoup de colère. Et puis, donc, elle fait plein de trucs. Puis elle me fait prendre la place d'objet. Puis il y a des bouts de ma famille qui se mettent en, en emphase. Et enfin, du coup, il y a un truc qui se passe pendant cette séance. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Mais il y a un moment donné, je me mets à pleurer. Et je pleure, mais je crois que j'ai jamais pleuré autant de ma vie. Ça faisait 10 ans que j'avais pas pleuré, en fait. Et je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Et là, en fait, c'est comme si elle avait ouvert des vannes où, genre, d'un coup, je recommençais à sentir des trucs. Et après, je suis vraiment rentrée dans le développement personnel. Et après, là, j'ai commencé à faire des stages de développement. J'ai lu des bouquins et tout. Et ça a complètement changé ma vie. Mm. C'est-à-dire que je suis passée de la grosse dépression à, je me suis sortie les doigts du cul, en fait. Et j'ai repris complètement le contrôle sur ma vie. Et je me rappelle, c'était à la sortie du stage avec Lise Bourbeau. Non, c'était pas Lise Bourbeau, c'était un stage Écoute ton corps, mais c'était une de ses intervenantes qui s'appelait Colombe Brisebois. Je pense que tout le monde doit connaître ce nom-là parce qu'elle est géniale. C'est une Québécoise. Et elle était tellement drôle. Et à la fin de ce stage-là, je prends une décision super radicale. Je me dis, bah, j'arrête dans ma vie tous les il faut et je dois. Ça a l'air de pas être bon. La dame, elle a dit que c'était pas bon pour la santé. Donc, j'arrête radicalement les il faut et je dois. Et au début, on se dit, ouais, enfin, c'est une décision un peu comme ça, mais en fait, je l'ai vraiment mise en application de manière assez radicale. C'est-à-dire que dès que je me surprenais à me dire qu'il fallait ou que je devais faire quelque chose, je le faisais pas. Donc, je dois appeler ma mère, je l'appelais pas. Il faut que j'aille au boulot, j'y allais pas. Il faut que j'aille aux toilettes, j'y allais pas. Mhm. Et au bout de 3 semaines, je crois que à faire ça vraiment, bon déjà après quand j'ai compris, hein, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, bah j'allais aux toilettes. Je me disais plus il faut que j'aille aux toilettes, c'est juste j'allais aux toilettes. Je dois y aller. Non, pas je dois y aller. Non, Je veux non, y tu sais, j'y aller. vais. C'est ça, oui. Je veux y aller en fait. J'ai envie d'aller aux toilettes. C'est ça, c'est passé c'est ça, du je dois, à finalement, non, en fait, c'est juste, j'ai envie, ouais, comme tu dis, ou J'ai envie, j'ai besoin, c'est ce que j'ai voilà. besoin de faire et voilà. Et en fait d'un seul coup, du coup même aller au boulot, c'était plus de je dois aller au boulot, c'est je choisis d'aller au boulot parce que en fait j'aime bien mon salaire en fait. C'est con hein, mais mon salaire-ci je l'aimais bien. Et Mhm. du coup, tous les il faut et je dois, c'était éliminé petit à petit parce que d'un seul coup, tout était devenu des choix délibérés. Mhm. Et juste parce que je faisais le choix. Et ce qui était rigolo, c'est que radicalement, ma vie, elle n'avait pas changé beaucoup. Bon, mis à part que je voyais beaucoup moins ma tante et beaucoup moins ma mère. Donc ça, c'était cool. Ça me redonnait de nouveau de l'espace. Mais c'était, ouais, d'un seul coup, même si j'allais toujours au travail, c'était devenu un choix.
C'était plus une contrainte que je m'imposais, c'était un choix délibéré que je faisais. Mhm. Et juste ça, oh, ça m'a ouvert un truc de ma vie, elle a changé en fait radicalement. La manière dont je vivais le boulot, tout a changé. Et c'est comme ça que ça a vraiment. Et le deuxième grosse bascule que j'ai eue, c'était quand 2 ans après, j'ai fait un burn-out. 1 an et demi après, j'ai fait un burn-out. Donc là, je choisissais d'aller au boulot, mais j'y allais vraiment beaucoup. Parce qu'il fallait compenser toutes ces sorties que je ne faisais plus et tout cet alcool que je buvais plus. Du coup, je m'étais bien noyée dans le travail. Je Mhm. bossais entre 60 et 70 heures semaine. J'y allais le samedi, même quand on ne me demandait pas d'y aller. À côté, j'ai commencé à refaire du sport. Je m'entraînais 15 à 20 heures par semaine. Donc, du coup, j'avais des grosses semaines, quoi. Et à un moment donné, j'arrive à un point, on change de management, on crée une nouvelle équipe et je fais un burn-out. Et c'était surmenage, hein, surmenage bête et méchant. C'était à l'époque où je faisais mi-temps sur la Belgique. Donc, je passais la moitié de ma semaine à Bruxelles et l'autre moitié de ma semaine à Genève. Et le but, c'était que je fasse en 3 jours ce que je faisais toujours en 6 jours des deux côtés. Donc déjà, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Et on se rend pas compte à quel point, je crois, de voyager autant, de l'avion 2 fois par semaine, en fait, ça faisait plus que ce que je pensais. Et une fois, je me rappelle, j'ai une de mes collègues, elle me ramène chez moi en covoiturage. Puis elle me dit, ça va? Et je me mets à pleurer, en fait, dans la voiture. Elle me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, je sais pas. Elle me dit, tu reviens pas au travail demain, va chez le médecin. Je dis, d'accord. Et je pleurais, j'arrivais plus à m'arrêter. Et j'arrive chez le médecin le lendemain et tout, je dis au docteur, je dis bonjour, je crois que j'aimerais être en arrêt maladie juste 2, 3 jours histoire de me reposer. Il me dit ah bon, pourquoi? Et je me mets à pleurer. Et elle me dit d'accord, je vais vous donner une semaine. 2, 3 jours? Non. On va commencer par une semaine là, et puis je vais vous donner du Xanax, hein. Donc elle commence à me filer des trucs et tout, que j'ai jamais touché. Moi, c'était un truc, les antidépresseurs, les relaxants et tout, c'est un truc que j'ai jamais voulu mettre le nez dedans, quoi. Ça m'a jamais plu. À côté, je fumais des joints. Hein, chacun son truc. Et donc, j'avais la boîte de Xanax à côté de ma boîte à weed. Et puis, en fait, je touchais ma weed, pas ma boîte de Le Xanax. Xanax. Et puis, du coup, je suis restée en arrêt maladie comme ça pendant 3 semaines. Et moi, on m'avait dit que pour les burn-out, il fallait rester plus longtemps et tout ça, mais ça m'intéressait pas. Surtout que j'avais des vacances qui étaient en train de se profiler et je voulais pas rater mes vacances. Tu vois. Et donc, j'ai décidé de retourner au boulot contre l'avis du médecin. Mhm. Donc, je suis retournée au boulot et c'était intéressant parce je suis retournée au boulot et c'est comme si rien n'avait changé. Le boulot, c'était exactement comme quand je l'avais quitté. Et les gens se comportaient comme si j'étais pas partie pendant 3 semaines, du jour au lendemain. C'était très bizarre, hein. Et ma manager particulièrement, elle en avait rien à foutre, en fait. Bon, en tout cas, c'était la manière dont moi je l'ai interprété à cette époque-là. Mhm. Et ça m'a mis les nerfs. Mhm. Parce que forcément, en fait, à ce moment-là, on a envie d'être vu. On a envie d'être. Je pense que tous les petits enfants qui vivent à l'intérieur de nous ont envie d'être réconfortés, choyés, ou au moins qu'on s'intéresse à eux pour savoir pourquoi est-ce qu'on a été blessé, tu vois. Mhm. Et cette part-là de moi n'a absolument pas reçu cette attention-là. Et du coup, ça a fait monter énormément de frustration et de colère et tout, Mhm. que je suis allée déverser chez ma N+2. Et parce qu'on s'entendait, enfin, on se connaissait depuis plus longtemps qu'avec ma N+1, en fait. Mhm. Donc, je suis ma N+2. Ce qui fait que le lendemain, ma N+1, elle vient me voir et elle me dit, viens, on va boire un café. Ok. Donc, ça faisait 4 jours que j'étais revenue au boulot, on va boire un café. Peu, on se pose, on boit un café. Enfin, c'était en plus une habitude qu'on avait de boire un café tous les midis ensemble. Et elle me dit, mais tu voulais me parler? Et j'étais dépitée, genre, comment ça, je veux te parler? C'est pas toi qui as des choses à me poser, genre, des questions, genre, me demander pourquoi est-ce que j'ai pas été là pendant 3 semaines, que pourquoi j'ai disparu, quoi. Mhm. Et elle me dit, ben, tu veux m'en parler? C'est un truc de ouf, cette conversation. C'était, enfin, je sais pas, c'était extraterrestre pour moi, quoi. Ouais. Et je dis, ouais, tu te rends pas compte, t'as vu, j'étais au bout, j'ai craqué, j'ai trop de boulot, y a personne qui m'aide. Enfin, donc, je déballe tout mon trop plein de burn-out, là, et tout. Puis,
Elle acquiesce comme ça, elle dit rien, hein. Elle fume sa clope, puis elle me regarde et au bout d'un moment, elle dit ouais, ok. Mais Éloi, personne te l'a demandé. Ah, je crois que j'ai pris. Ça m'a fait. Mon cerveau, il s'est arrêté. En fait, je crois que c'est tellement pas la réponse qu'on attend. Je pense qu'on attend à ce qu'elle dise ah, je suis désolée, oui, je comprends, enfin, un petit peu de compassion ou d'empathie et tout. Et non, en fait, elle me dit mais en fait, il y a personne qui t'a demandé de faire un burn-out. Et je crois que ça, c'est la plus belle leçon qu'elle m'a mis. Ah, je l'ai détestée pendant 2, 3 mois en disant que tout c'était une grosse connasse, enfin, qu'elle comprenait rien et qu'elle était affreuse. Puis j'ai réfléchi, hein, ça m'a fait réfléchir en même temps. Et en effet, elle a raison. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé de bosser 70 heures par semaine. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé d'excéder mes objectifs. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé de me crever la santé pour une boîte qui, de toute manière, en avait rien à foutre si je tombais malade. C'est vrai. Personne. Juste moi. Moi et mon besoin de reconnaissance, moi et mon besoin d'être aimé, moi et mon besoin de... Ok. Ah, j'ai fait, ah ouais, ok. Donc du coup, ça m'a mis tellement de perspectives et ça m'a de nouveau ouvert des trucs. Et après, ce qui était trop drôle, c'est que, forte de cette nouvelle sagesse-là, ben, j'ai bossé vachement moins. Enfin, du coup, je faisais mes heures. Enfin, je faisais ce que j'arrivais à faire dans mon temps imparti, puis quand ça débordait, bah, ça débordait, c'était pas mon problème. C'était le problème de l'entreprise de régler ses problèmes de structure, c'était le problème de l'entreprise de régler ses problèmes de responsabilité, c'était le problème de l'entreprise d'embaucher suffisamment de gens pour faire le taf qu'il y avait à faire. C'était plus mon boulot à moi de faire ça. Et là, c'était trop drôle parce que j'ai gagné en responsabilité, j'ai gagné en salaire. Non, mais genre, j'ai été augmentée dans l'année où j'ai arrêté de bosser, en fait, j'ai trouvé. Où j'ai arrêté de surdélivrer. J'ai trouvé ça trop drôle, mais c'était vraiment très rigolo parce que ça partait pas du même message. Je voulais toujours bien faire mon travail, donc mon travail était toujours bien fait, mais je ne faisais que ce dont j'étais capable et pas, j'essayais pas de faire plus pour compenser. Et là, ça a vraiment changé quelque chose. Je faisais juste du mieux que je pouvais avec ce qu'on me donnait. Et je prenais plus émotionnellement sur tout ce qui était. En fait, après, je me chargeais tellement de tous les problèmes de la Terre. Quand il y avait une commande qui n'était pas livrée, c'était moi qui stressais. Mais après, aujourd'hui, je rigole et je dis, ouais, enfin, on n'a pas livré de la fraise. Ouh là là, Haribo va pas pouvoir faire ses fraises Tagada. Quelle tristesse. C'est la fin du monde. Ah bah non. Non, ça va, ils vont s'en remettre. Ok, oh mon Dieu, ils ont perdu 100 000. Oh, waouh, vu qu'ils pèsent 40 milliards, c'est pas très grave. Ouh. Enfin, il y a tellement de choses où ça a mis tellement de perspective et de distance sur le truc que ça m'a fait tellement déstresser. Et après ce moment-là, j'ai découvert comment est-ce qu'on pouvait avoir du plaisir à aller au travail, sans stress et tout. Moi, j'y allais, je me rappelle le matin, j'y allais, je disais, allez, c'est parti, on y va, c'est parti pour la pièce de théâtre, en fait. C'était un jeu, quoi. Tout le monde croit que c'est la réalité, et que c'est horrible, et que c'est stressant, et c'est affreux. Et moi, j'arrivais, et je regardais se dérouler une grande pièce de théâtre avec des gens qui couraient dans tous les sens, qui s'énervaient, qui se criaient entre eux, pour des trucs qui n'avaient pas d'importance, quoi. Et c'était génial. Ça, c'était vraiment une trop belle révélation. Et je me rappelle, j'avais un de mes collègues une fois, il me dit, ouais, tu m'énerves trop. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais pisser sur la table en pleine réunion, qu'elle te dirait encore merci, la manager et tout. Je lui ai dit, ouais, mais je crois que tu as raison, en fait. C'est juste parce que j'en avais rien à foutre. Et du coup, j'étais une personne qui était extrêmement libre dans mon travail. J'ai jamais... Et après, je comprenais plus pourquoi il y avait autant de souffrance chez les employés. Tu sais, de ce côté de se sentir prisonnier et tout ça. Moi, j'ai jamais été prisonnière de mon travail. J'ai toujours été libre, j'ai toujours fait ce que je voulais. Le jeudi soir, des fois, j'appelais mon manager en disant, ah, en fait, demain, je viens pas au bureau, j'ai quoi faire. Je travaillerai depuis la maison, j'ai quoi faire demain. Il me disait, ouais, d'accord. Et c'est tout. Et en fait, ouais, enfin, et je me suis retrouvée avec mon N+3 à lui hurler dessus en disant, bon, tu vas me dire qui c'est qui va appuyer sur ce putain de bouton. Il me dit, oh, je sais pas. Mais dis pas putain, on n'est pas mal poli. Si je lui dis quoi, je dis putain si je veux. Et si t'es pas content, t'as qu'à putain de me virer. J'en ai rien à foutre, putain. Et tout, en fait, je parlais à tout le monde comme et il m'aimait bien. Il me dirait pas. Et en fait, c'était, du coup, toute l'espèce de fausse pression là où on a toujours peur, tu sais, de la punition, peur d'être envoyé, peur d'être grondé. Tout ça, c'était parti. Mais du coup, est-ce qu'il y avait, c'était parti et du coup, tu étais plus dans une dynamique de,
Est-ce que c'était parti parce qu'il n'y avait plus cette peur, mais qu'il y avait à la place une sorte de revanche à prendre et donc d'être un peu pas dans la rébellion ou quelque chose comme ça? Ouais, on aurait pu croire, mais en fait, même, non, j'avoue, j'étais un peu c'était entre le je m'en foutisme et du lâcher prise. Et c'était Un mélange un peu savoureux. un mélange des deux. Je basculais dans l'un ou je basculais dans l'autre. Ça dépendait un petit peu. Aujourd'hui, je suis plus facilement dans le lâcher prise. Avant, j'étais plus facilement dans le je m'en foutisme. C'est quoi la Euh, distinction que tu fais du coup entre les deux? le je m'en foutiste, c'est vraiment un côté de je m'en branle en fait. Je m'en fous. C'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Le lâcher prise, c'est ça m'intéresse, mais je m'y attache pas. Ok. Est-ce qu'il y a du coup cette notion tu parlais un peu plus tôt de cette notion d'indifférence, et ça, c'est le je m'en foutisme, il est plus indifférent. Ouais. Ça lui fait ni chaud ni froid quelque part, alors que dans le lâcher prise, ça fait quand même chaud ou froid, mais on essaye de pas de prendre tu parlais de distance tout à l'heure, également, c'est ça, c'est plus comme quand tu dis je m'y attache pas, c'est plus ce côté, cette capacité à pouvoir mettre de la distance par rapport à voilà, une envie que tu aurais ou une aspiration que tu aurais. C'est plus ça? Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le je m'en foutis, ça m'intéresse pas, ça me laisse indifférent et je veux même pas en entendre parler. Tu vois, c'est genre, je le mets vraiment à très grande distance de moi. Il y a même un rejet alors du coup, avec le jeu. Ouais, presque. Mmh. Presque vas-y, m'en parle pas. Enfin, ouais, je m'en fous en fait, ça m'intéresse pas. Et alors que dans le lâcher prise, il y a vraiment, Parlement, ça m'intéresse vraiment. Je vais m'impliquer dans le travail, je vais faire mon travail à fond, je vais me donner à fond. Mais de l'autre côté, si ça me, si ça n'arrive pas au résultat que je veux, si ça n'aboutit pas, bah, c'est pas grave. J'ai pas de montée émotionnelle, je suis pas frustrée, je suis pas en colère, je suis pas, ça va, quoi. C'est pas, moi, ce qui m'amusait, c'était vraiment de m'impliquer dans le projet. Après, où est-ce qu'il va? Ouais, il y avait pas du coup, c'est ça, il y avait pas l'attente n'était pas sur le résultat, final qui allait, émerger de ton travail, mais c'était le résultat en soi, c'était déjà le travail bien fait au moment, T, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Donc plus au présent et un peu moins dans le futur et dans le Exactement. Moi, dans la projection de est-ce que ça va donner ce que je veux. Et moi, je voyais, de temps en temps, j'avais ma manager, elle me disait, ah, est-ce que je peux avoir l'analyse, machin et tout. J'ai besoin d'une analyse. Je dis, ouais, d'accord, ok. Il te la faut pour quand? Pour hier. D'accord, tu l'auras dans 3 jours. Elle me disait 3 jours. J'ai dit, ouais, je peux pas faire mieux. D'accord. Bon, en vrai, il me fallait 2 heures. Mais ça, c'était pas voilà, est-ce que ça, c'était pas un peu le côté, Non, revanche parce que j'ai ou appris pas? que, Non? en fait, C'est si juste te j'ai donner appris du un temps, truc. quoi. C'est si tu lui dis dans 2 heures, déjà tu te mets le stress. Moi, je me mettais le stress du coup à la faire en 2 heures. Puis il Mmh. suffisait qu'il y ait une couille, une extraction qui marche pas et tout ça. J'en avais pour 3 heures et là je m'étais mise en retard. Donc je me Ouais. mettais trop de pression en fait. Et après, en plus, si tu fais ça, tu fais vraiment dans le temps que tu peux. Les gens après ils t'en rajoutent. Ouais, OK, je vois. Du coup, Alors que c'est juste 2 heures. ils se disent: «Ah bah, tu fonctionnes vite, tu es rapide, génial, on va pouvoir te mettre encore un peu plus». Donc autant y aller, mollo pour, se préserver, quoi. Juste ce qu'il faut. Et en même temps, en 3 jours, quand elle avait demandé à son analyste, qui lui était payé pour faire des analyses, moi pas, hein. Moi c'était en plus de mon job. Quand elle demandait à son analyste, lui il lui fallait 3 semaines. Je lui ai donné 3 jours et je suis cool. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis cool. J'ai juste ce qu'il faut. En fait, c'est toujours de jouer sur la tangente et d'être Mmh. suffisamment bonne, excellente même pour être reconnue, et en même temps sans moi me surcharger et sans moi prendre le stress de eux, parce qu'en fait, comme c'est, tu sais, c'est les entreprises hiérarchiques, là, il y a une cascade de stress. Ouais, Il y en ouais. a un qui gueule, il y en a trois qui gueulent, il y en a six qui te gueulent. Enfin, et du coup, quand t'es au milieu, tu te fais surgueuler dessus et tout. Moi, de temps en temps, je disparaissais toute la journée. Elle me disait, allez où? Et là, je sais pas. Et je revenais, genre 3 heures après, elle me disait, t'étais où? J'étais à l'usine. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine? Je décollais des étiquettes. Elle me disait, et elle pouvait rien dire, tu vois. Parce que, en fait, la vérité, c'est que j'allais décoller des étiquettes. Ça m'ouvrait les portes de l'usine, ce qui fait que les gars, ils me connaissaient, ce qui fait que quand je demandais des services, j'avais des services plus vite que n'importe qui dans la boîte. C'est ça. Tu crées du lien, en fait. Ouais. Et ça m'a toujours beaucoup plus amusé de faire ça que de faire mes analyses là toute seule dans mon coin où c'était chiant, tu vois. Et du coup, je passais beaucoup de temps et les gens, ils me disaient, mais tu fais... Et la dernière fois, ils me disaient, ah, t'étais où? J'étais au labo. Qu'est-ce que tu faisais au labo? Je faisais de l'application arôme vanille dans le yaourt, machin. Ouais, elle fait, hein? T'es allé faire des yaourts, quoi. Je dis, ouais, je suis allée faire des yaourts et goûter des yaourts. Ok.
Elle comprenait pas. Mais en attendant, c'était comme ça que derrière, après, à la fin de ma carrière, je faisais dans cette boîte, je gérais tous les projets cross-départementaux. Mhm. Mhm. Parce que j'avais rencontré Finance à la clope, parce que j'avais rencontré les labos en allant manger des glaces chez eux, parce que je traînais sur les quais à porter des cartons avec les gars. Et en fait, du coup, les départements qui se parlaient normalement que entre managers et qui se comprenaient pas, parce que c'est pas les gens de terrain, c'est pas les gens qui font le taf en fait. Mhm. Et que moi, comme je rencontrais les gens de terrain, d'un seul coup, on était impliqués dans d'autres projets. Ils se rendaient compte que bah en fait, il y avait des synergies et si on bossait avec eux, ça allait plus vite. Et du coup, c'était vachement plus facile. Mhm. Donc, Ouais, tu facilitais, on va dire, tu facilitais la communication, mais pas à un endroit où justement où les gens de terrain sont vraiment les opérationnels, ceux qui connaissent le métier, on va dire ça comme ça, qui sont pas dans la tête, mais qui sont au niveau des mains, et qui du coup, bah, quand on leur demande de faire des choses et qu'ils disent mais en fait c'est pas faisable parce que la réalité, elle fit pas avec tes projections d'analyste dans ton bureau là. c'est ça. Et toi, bah, tu avais cette, bon, moi, c'est mes mots, hein, mais l'intelligence de descendre, entre guillemets, sur le terrain pour mieux appréhender finalement la réalité des différents départements. Et puis, bah, ouais, comme je disais, c'est créer des liens. Du coup, ça te permettait d'ouvrir des portes que d'autres n'ouvraient pas. Porte de la communication, de la relation, mais j'imagine aussi que, voilà, comme tu disais, que quand tu avais besoin d'un service X, Y ou Z, eh ben, tu savais chez qui aller demander de l'aide et la personne était ravie de t'aider parce qu'auparavant, tu avais donné de ton temps, de ton énergie ou voilà, du temps d'échange. Ah, mais c'est ça. Même moi, en plus, quand il me disait, ah ouais, tu sais, les appels, tu dis, ouais, faut réétiqueter. Il me dit, non, tu peux pas réétiqueter. Je dis, si, j'ai besoin que tu réétiquettes et t'as 10 minutes pour le faire. Il me dit, non, mais t'abuses. Je dis, ouais, je sais, j'abuse, je suis désolée. Écoute, je viens t'aider. Il me croyait pas au début. Et puis moi, j'arrivais, je débarquais, donc tu t'habilles et tout. En plus, ça pue, l'usine, c'était affreux, quoi. Et je venais et je les aidais à réétiqueter. Ce qui fait que la fois d'après, j'ai besoin de réétiqueter. Il me disait, ouais, d'accord, ok. Et réétiqueter. Parce qu'en fait, il savait que je savais ce que c'était. C'est ça. Que tu connaissais Ouais. l'implication concrète, on va dire, dans la matière de ce que ça signifiait pour eux, quoi. Ouais, je savais c'était quoi la L'effort, charge de travail, les efforts qu'ils me donnaient. Du coup, puis derrière, t'étais sûr, hein, quand ils me réétiquetaient derrière, moi je revenais, j'apportais des croissants, j'apportais des pains au chocolat, j'apportais des bières. Enfin, derrière, il y avait forcément un truc de remerciement, en fait, de gratitude, parce que je savais, en vrai, que c'était un boulot chiant, franchement. Moi, je les peignais tous les jours, les gars qui bossaient à l'usine, parce que c'est un boulot qui était vraiment dur. Nous, dans les bureaux, le stress qu'on vit, tranquille, hein. ouais. Ça te permet en plus de toujours relativiser sur ta propre situation. Et c'est Mhm. comme ça que tu vis mieux ta vie. C'est que, oui, ça veut pas dire que c'est pas stressant, ça veut pas dire que c'est pas dur, ça veut pas dire que c'est pas, enfin, tu vois. Mais t'es pas obligé d'en faire une grosse montagne. Quand tu prends des perspectives, même si ça te permet, le but c'est pas d'invalider ce que tu ressens, c'est pas dire, ah, je suis pas stressé. Si, t'es stressé, c'est ok. Mais ton stress, ça a pas besoin d'être toute ta vie, quoi. Entretenu, ouais, entretenu, amplifié. Puis c'est intéressant aussi ce que tu disais avec il y a vraiment cette notion, tu vois, quand tu disais que tu avais commencé avec un peu d'extrémisme sur le il faut, je dois et tout ça. Et puis là, en fait, quand tu parlais de cette vision, de cette perspective, ce nouveau regard que tu posais sur ton job où c'était le travail, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, et il va y avoir des acteurs qui vont faire des numéros et des j'aime bien dire qu'on a la fâcheuse tendance de faire des tragédies et des choses comme ça, alors qu'on pourrait faire des comédies. Ouais, c'est exactement ça. On pourrait faire des comédies ou, je sais pas, moi, des trucs un peu sympas. Non, on est plus en mode, tu sais, j'ai ma petite punchline du style, ben, on est plus tendance non, plutôt Stephen King que Steven Spielberg, tu vois. On a un peu tendance à vouloir, tu vois, voir noir, c'est horrible, je sais pas quoi, au lieu de pouvoir dire, ah bah oui, non, il y a des choses qui sont bien, quoi. Et donc, quand tu parles de perspective, ouais, c'est par rapport, sans pour autant, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais sur de pas confondre tu as parlé de dissociation aussi à un moment donné, pas Ouais. confondre la dissociation ou la prise de distance avec vraiment de couper enfin, une dissociation, c'est couper l'émotion, c'est tu la nies complètement, alors que là, ce que tu invites avec là, à cette phase-là de ta vie, c'était ce que tu dis, c'est que bah, tu nies pas que tu as du stress, que tu es dans un environnement de travail où on te donne peut-être pas les ressources nécessaires pour faire le job qu'on te demande dans les délais impartis, etc. Donc, on va dire que l'environnement, quelque part, est un peu toxique parce que les dés sont pipés.
mais que quelque part, c'est ta responsabilité à toi, avec cette fameuse manager là qui te dit, mais en fait, la personne qui t'a rien demandé, non, c'est vrai. Et comme quelque part, d'un peu un conditionnement comme ça, de vouloir être bon élève, d'être reconnu, d'avoir des bonnes notes, et tu vois, un peu tout ce carcan-là, ben, là, toi, enfin, quand tu racontes ton histoire, il y a un peu ce truc, oui, cette liberté, tu l'as créée, quoi. Enfin, Ouais, c'est toi qui décidais d'être libre de ces conventions, ouais, de ces injonctions finalement qu'on se met avec, comme tu dis, le il faut, je dois, ouais, il faut absolument que ce soit fait pour telle date, telle heure, tel machin. Bah ouais, ou peut-être que je vais te le faire pour dans 3 jours, quoi. Parce que en réalité, dans 3 jours, le monde ne va pas s'effondrer parce que je t'envoie le fichier Excel dans 3 jours plutôt que dans 2 heures. c'est Et moi, ça. et moi, je m'octroie cette liberté de prendre soin de moi, de pas être, parce que tu disais que tu étais quand même comme une forme de surexigence, et que c'était quelque part euh, faire preuve de discernement à ce moment-là pour toi, de dire, ben, tu sais quoi, si je vais me donner de l'espace, bah, je te donne ça dans 3 jours, ma chérie. Allez, hop, à plus, hein. Et comme tu sais que tu peux le faire en 2 heures, en vrai, tu vas lui donner dans 2 jours et demi et elle sera super heureuse. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, tu auras dépassé ses attentes parce que tu lui as promis 3 jours et qu'en fait, Ouais, tu donnes à 2 et demi, quoi. Et je trouve ça aussi intéressant, ce rapport. Quand tu disais à un moment donné aussi que tu te posais encore la question, comment est-ce qu'on fait pour se faire des amis en tant qu'adulte? Là, avec l'épisode de l'usine, ben, tu as appris, quoi. ouais, Pas consciemment peut-être, mais tu avais les codes parce que enfin, quelqu'un du bureau qui va sur le terrain, je pense que c'est suffisamment rare pour les gens du terrain pour que justement ils aient envie. C'est parfois même juste entre départements dans ces grandes boîtes et tout ça. Enfin, je sais pas si c'était ton expérience, mais c'est même la communication, comme tu dis, chacun est un peu dans son silo et c'est chacun va dire que c'est la faute à l'autre département si le projet n'avance pas assez. Et donc, en fait, c'est un peu comme une sorte de, comme tu dis, les managers, du coup, entre eux, essayent de sauver leurs fesses parce ouais, que il y a l'idée du stress. J'aimais bien aussi ce stress pyramidal. Le premier qui gueule, puis tu en as 3, puis les 6. Et puis, en fait, si tu es tout en bas, comme l'ouvrier, par exemple, tout en bas de la chaîne, ben, lui, il se prend l'exposant 1000, ouais. quoi. À moins qu'il y ait des personnes qui arrivent à temporiser en Mm. disant OK, comme toi, tu faisais un peu tampon en disant ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, on est stressé. OK, ça va, les gars. Bon, ben, je vais déjà aller voir c'est quoi la réalité du terrain et comment est-ce que j'arrive à jouer avec. Enfin, j'ai un peu l'impression que tu as un peu comme pris la distance nécessaire pour comprendre les règles du jeu, de la pièce de théâtre dans laquelle tu jouais quelque part. Ouais. Et puis le jeu, tu l'as réinventé toi voilà, en amenant enfin, en sachant que tu demandais une faveur, mais qu'en même temps, tu étais aussi en capacité de vouloir récompenser, reconnaître cette faveur qu'on te faisait, quoi. Donc Ouais, mais complètement, c'est ça. ouais, c'est vraiment un truc tu passes de la Eloé qui se demande comment est-ce qu'on fait pour se faire des amis à finalement celle qui sans trop s'en rendre compte, peut-être. Enfin, je sais pas si tu t'en rendais compte à ce moment-là. De dire: «Ah bah tiens, je veux bien c'est bon, moi maintenant les relations humaines qui comptent, enfin, je veux dire qui sont, parce qu'après j'imagine que tu prenais pas le même, comment je vais dire? Heu, Tu vois, tu aurais pu faire la même chose avec les managers. Je sais pas si c'était quelque chose que tu faisais vers Si, le si, j'ai fait aussi, ouais, j'ai un truc, je suis pas très pyramidale, moi, comme personne dans mon cerveau. En plus, ma manager, à la fin, c'était très drôle parce que quand on a été licencié pour restructuration, tu sais, ils sont partis à Barcelone, puis on a décidé de pas suivre le service. Ma manager, elle se sentait tellement coupable de m'avoir licencié, en fin de compte, que elle m'avait réembauché et j'étais devenue babysitter de ses filles, tu vois. Donc, j'avais créé aussi ces liens. Bon, cette manager-là, on avait vraiment des liens très proches. Mais j'ai d'autres managers avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ils me disent, mais en fait, et c'est là où j'ai découvert que j'avais un pouvoir de transformation. C'est 10 ans après, tu vois, où les gens ils me disaient, mais en fait, un jour, tu m'as dit cette phrase-là, et depuis, elle me quitte plus et elle a changé ma vie. c'est Et tiens, ça. moi, je la regarde, je dis, moi, j'ai dit ça, moi. Ok, si tu veux. Ça a l'air Moi, je cool dis ta des vie. trucs Des fois, pareils. j'aimerais bien me parler. D'accord. Faudrait que je m'enregistre. Je pourrais me parler à moi-même, ça a l'air cool ce qui se passe. Parce que j'ai une de mes copines,
je l'ai connue, on était à peu près, elle était juste au-dessus de moi, tu vois. Mhm. Elle était ma superviseure directe, en fait. Mhm. Et après, c'est quelqu'un, on s'est très, très bien entendu très vite. Et du coup, on a passé beaucoup de temps. Puis elle a monté les échelons, elle est devenue directrice de région et tout ça. Et elle me dit, mais en fait, je crois que je serais jamais devenue directrice de région si à un moment donné, tu m'avais pas dit ça. Et moi, Mhm. je regarde, je dis, j'ai dit ça, moi. Elle dit oui. Je dis, ok, cool. Je dis, bon, tu me donneras un pourcentage de ton salaire. Non, petite commission sur ton salaire. Elle perd pas le nord, Eloi. Non, mais on rigole avec ça. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit, ouais, Ouais. ça avait changé elle me dit, ça m'avait complètement changé parce que c'était quelqu'un qui se dévalorisait beaucoup par rapport aux autres parce qu'elle n'avait pas eu les études, parce qu'elle n'avait pas le même truc, parce que, je veux dire, ils sortaient tous avec des MBA, elle en avait pas, enfin, tu vois. Et Ouais. pourtant, c'était pas, et pourtant, elle, en tant que femme de terrain, elle bossait de dingue et je pense que c'était la plus performante de tous les blaireaux en col blanc, là. Ça me tuait, moi, de la voir tout le temps se dévaloriser et juste avec une phrase, en fait, elle s'est replacée et après, elle faisait face et c'était vachement intéressant de la voir réinteragir avec d'autres directeurs sans s'écraser alors qu'avant, elle s'écrasait tout le temps, tu vois. Hmm. Et c'est jamais fait exprès ou jamais prémédité ce genre de truc, mais apparemment, ça arrive souvent parce que j'en ai une autre qui m'a dit pareil et donc, Oui, c'est ça, c'est le genre de, comme tu dis, des phrases ou des. Tu sais, il y en a qui parfois disent ah, bah, j'ai entendu cette citation, j'ai entendu cette chanson à ce moment-là. Enfin, c'est comme si le champ est ouvert pour que la personne reçoive l'information, mais toi, tu ouais, sais même pas que. Tu sais même plus ce que tu as dit. Ou, ah, c'est moi qui ai dit ça? Ah bon, bah, ok, ça, c'est bien. C'est sûr que c'était moi? cool. Ça a été bonne celle-là, j'aurais dû la noter. Oui, c'est ça. Ah, je devrais la. Oui, c'est ça, copyright. C'est genre- Ouais, c'est clair. Ok, ok. Ouais, je vois. Et donc après donc là, parce que là, donc là, on arrive à un moment où tu as une restructuration, donc enfin, il y a un licenciement, donc j'entends. Ouais. Un licenciement qui est quand même aussi, elle est dans les genres d'événements de vie traditionnellement, hein. Je ne sais pas comment, c'est pour ça que je veux avoir un peu ton retour. Tu as Ah ouais, si, c'était génial. C'était en 2014. licenciement, c'est génial. Tu vois, c'est ça aussi qui est déjà. Ah, mais franchement, je crois que ça a été la période la plus fun de ma vie. Et je pense que les gens, ils sont pas compris. On avait une équipe qui était très particulière. Du coup, on avait une dynamique d'équipe. On était principalement des nénettes. Il y Mhm. avait qu'un seul avec nous, mais il était un peu gay, donc on le prenait dans l'équipe avec nous. Et donc là, on était vraiment une équipe de nénettes. Et tout le monde dit toujours, moi, on m'a toujours dit, oui, les équipes de femmes, elles sont affreuses, elles se tirent dans les pattes, nanana. Pas du tout, quoi. J'ai jamais vécu ça. Jamais. Nous, on était copines, on se faisait des soirées ensemble. Tout le monde était dans le dev perso. Hmm. On avait tous lu les mêmes bouquins. On faisait des stages ensemble en dev perso. Non, mais franchement, cette équipe était extraordinaire. Et donc, en novembre 2013, je crois, ils annoncent notre restructuration et comme quoi on se fait tous dégager. Là, on est 25 à être licenciés, Mhm. plan social et tout. Et on était l'équipe la plus joyeuse de l'entreprise. Et il y avait les autres équipes qui nous disaient, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déprimés. Vous êtes tous virés là. Oui, oui. Il y avait des morts de rire. Ils disaient, mais on comprend pas. Pourquoi vous n'êtes pas genre au fond du trou? Et en fait, on ne l'était pas parce que on avait déjà, on s'était tous mis ensemble en se disant, OK, il y a un tel, OK, non, franchement, toi, tu es à 3 ans de la pré-retraite. Non, on va aller voir les RH et on va leur dire que toi, ils te trouvent n'importe quoi, une voie de garage. Genre, même si tu dois faire les cafés, ils peuvent pas te virer. Tu vois? Donc, on s'est genre un peu et on s'est Mhm. tous mis ensemble en disant, mais toi, c'est quoi tes projets d'avenir? Ah, mais toi, tu galères ici, est-ce que je peux t'aider? Moi, j'ai fait la revue de tous les CV de tout le monde. J'ai revu tous les CV, j'ai remis à jour tous les CV. Enfin, euh, en fait, on s'est vite, Ouais, c'était facile. regrouper, ouais, c'est ça, c'était regrouper une sorte de solidarité qui s'est installée facilement entre vous pour la suite. Ouais, Vous aviez déjà tourné, enfin, vous avez vite tourné la page parce que vous aviez, voilà, vous aviez cette confiance peut-être entre vous qui faisait que ouais, ça va aller et chacun s'entraide. ouais, tu fais des entretiens. Ah, tu veux que je t'aide à préparer le prochain entretien chez TI? Tu vas quand mercredi? Ah, c'est drôle, moi j'y vais jeudi pour le même poste. Ouais, cool, ok. Tu me raconteras les questions? Ouais, pas de souci. Non, il y avait Ouais, pas c'était vraiment ouais. facile en fait, et on se parlait tous. Et comme on était tous dans le dev perso, on avait tous une certaine distance avec notre Mhm. entreprise. Donc moi, je leur avais dit, j'aurais dit, mais en même temps, si ça avait été moi enfin, si j'avais été CEO, ça fait longtemps que mon service, je l'aurais déménagé. Il coûtait beaucoup trop cher. Moi, Mhm. en tant que CEO, j'aurais déménagé le service 3 ans avant.
Donc, je trouvais déjà cool d'avoir gagné 3 ans, tu sais. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça que, du coup, on avait pris beaucoup de distance et c'était très facile et très léger. Puis en plus, comme on était licenciés, on en avait tous plus trop grand-chose à foutre, on pouvait faire ce qu'on voulait, tu sais. Ouais, On c'est faisait ça. des courses dans les couloirs, on faisait des courses de chaises, quoi. C'était très libre. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc Donc, ça permet, c'est ça aussi. Alors, c'est intéressant les réactions parce que là, il y avait un peu comme, je trouve ça drôle, tu vois. Tu dis que les collègues, du coup, tu sais, c'est un peu comme une convention à nouveau, hein, de, bah, OK, tu es licencié, tu dois le vivre mal, tu dois être au bout du rouleau, tu dois peut-être supplier la boîte de te reprendre ou j'en ouais, sais trop rien, tous ces trucs-là. Et que bah, ceux qui ont peur du licenciement, ils ne comprennent pas du coup enfin, ils sont soulagés de se dire ouf, c'est pas tombé sur moi. ouais. Et que par contre, ceux qui sont licenciés soient là à faire la fête et à faire des concours en mode oui, c'est trop bien. Oui, ça doit, quelque part, ça a dû les, euh, les questionner, non? Enfin, je sais pas combien de temps après a duré cette période où vous êtes out, mais qu'en fait, vous êtes encore dedans, le temps de, parce qu'il y a toujours une période de préavis et tout ça. Et est-ce que du coup, les autres départements ou les autres personnes qui gravitaient autour de vous, parce que tu parlais de capacité de transformation, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui ont commencé à se poser des questions en disant, bah, c'est vrai qu'en fait, moi, j'aimerais bien faire partie de ceux qui finalement se réjouissent d'être licenciés, parce que est-ce qu'il y a eu comme ça, grâce à vous, on va dire ça comme ça, et à votre dynamique, tu penses voilà, des personnes qui ont peut-être pris conscience que on va peut-être prendre, plus de distance par rapport au boulot parce que demain je me fais licencier comme si de rien, ou plus de distance par rapport au boulot parce qu'au final, je suis plus vivant, je suis plus en joie ou, des choses comme ça? Est-ce que tu as eu ce genre d'écho? On a eu quelques retours comme ça. On a vu aussi des gens où c'était intéressant parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu de faire un changement de carrière, ils l'ont fait dans la foulée. Mmh. Et enfin, franchement, mon équipe, je dis, on a commencé avec un petit noyau dur parce qu'en fait, on était deux anciens de l'équipe, d'une ancienne équipe qui était arrivée avant tout le monde et après l'équipe s'était greffée. Et en fait, il y a une dynamique qui s'est créée très vite où nous, on était à fond dans le développement personnel, on était très enfantins, on était des gosses. Hein. Moi, en fait, on arrivait, on collait des posters sur les vitres de nos bureaux et tout, mais comme des gosses, c'était notre chambre, c'est le lycée, quoi. C'est ça, Euh, chambre d'ado. ouais, c'était la cour de récré, on racontait des conneries tout le temps. Euh, Moi, j'étais très pas corporate, j'étais pas lisse du tout. Je m'habillais comme une merde, j'arrivais en jean à trouer avec des baskets. Enfin, j'étais habillée vraiment. Même ma manager, elle a passé 2 ans à essayer de me dire qu'il fallait que je m'habille mieux, tu vois. Ça n'est jamais arrivé. Et donc en fait, on avait cette équipe-là, et comme le dev perso, c'était vraiment un noyau dur et ça s'est vite, en fait, ça a contaminé un petit peu. C'était contagieux. Ça a d'abord fait une grosse contagion au sein de notre équipe. Et après, les autres, quand ils nous ont vus, on est resté 2 mois, entre 2 et 6 mois pour ceux qui étaient dans cette période de préavis, là. C'est ça. Bah, en fait, ils nous disaient, mais en fait, vous arrivez à la cantine, vous êtes tous morts de rire, vous rigolez, je comprends pas, en fait. Mmh. J'ai dit, viens manger avec nous, tu vas comprendre. Puis du coup, ils venaient, enfin, on a eu des gens qui se sont dit, ah ouais, non, c'est cool, en fait, vous ne prenez vraiment pas la tête. Non, on se prend vraiment pas la tête. Mmh. Et on voit aujourd'hui, bah, j'ai des collègues, ils ont complètement changé d'industrie. Il y a des gens là, ils sont rentrés en NGO, tu vois, en ONG. Oui. Et Mmh. il y en a qui ont changé, il y en a qui sont devenus coachs, il y en a qui sont partis en RH, il y en a donc qui ont complètement changé d'horizon. Il y en a un, il est devenu, il a monté son club de judo et il fait son club de judo à 100%. Enfin, ça a ouvert des trucs en fait. Ouais, ouais. Il y a eu la case, enfin, on dit un peu cette notion de crise et opportunité. Donc, il y a eu un moment de crise dans la boîte qui a peut-être un peu quand même, et votre manière aussi de surfer, je veux dire, on parlait de résilience, mais surfer sur la vague a peut-être permis à d'autres de se dire, tiens, ouais, est-ce que moi, finalement, il n'est pas temps pour moi de rebondir aussi, et de changer de direction, de changer de cap, Ouais. pour aller vers autre chose voilà, de plus épanouissant, de plus joyeux, parce que moi, ça qui m'interpelle, tu vois, est-ce que ça devrait pas être la norme au final que les gens aillent bosser en voyant le travail comme un jeu et pas comme un il faut, je dois, parce que c'est ce que c'est ce que au départ, euh, tu disais, c'est qu'il y avait un truc de j'ai pas envie d'aller au boulot, je veux pas y aller parce que c'est une contrainte, et puis il y a un choix.
Ouais. Tu disais vraiment des choix délibérés où je choisis, j'ai envie, et voilà, et c'est important pour moi qu'en plus ce soit libre. Enfin, il y a quand même un truc qui allez, un fil conducteur où on sent qu'il y a vraiment cette envie de liberté. Et à ce moment-là, par rapport à tout ce qui était addiction et sorties et cetera, est-ce qu'il y a un moment où ça revient ou est-ce qu'il y a un moment où non, en fait, une fois que la page était tournée, c'est le dossier est clos? Bah là, plus ça a été, moi, en termes de... Plus je me suis autorisée à suivre vraiment ce plaisir, de m'amuser plus, de moins me prendre la tête. Bah, en fait, moins j'avais à étouffer Ouais, d'émotions, de frustration, de colère ou même de juste pas se sentir à ma place, tu vois. Parce que, en fait, même là, dans ma boîte, je me sentais à ma place. J'étais bien, je pouvais y aller tous les jours, je rencontrais des gens, je rigolais, enfin, c'était cool, quoi. Et ouais. ben, quand tu ramènes beaucoup de plaisir dans ta vie, en fait, l'addiction, elle a tendance à diminuer, refluer. C'est ça. Euh, du coup, à cette époque-là, il me restait encore la cigarette et les joints. Je fumais des clopes et je fumais des joints. Ouais, Mais ça a c'est bon. diminué petit à petit. Mmh. Ça a été progressif du coup? Ouais, ça s'est vachement réduit. Puis à la fin, j'ai fini par complètement. Après, entre-temps, je me suis mis en couple. J'étais avec Caroline. Où Mmh. c'était pas du tout prémédité. Moi, j'avais pas prévu d'être en couple parce que après mon gros shift là, j'avais fait un vœu de célibat parce que je m'étais rendu compte que la plupart de ma vie avait été aussi merdique parce que je vivais que à travers la rébellion ou le besoin de me conformer au regard et au jugement de l'autre. Soit Mmh. j'essayais d'être contre ce jugement-là, soit j'essayais de me conformer à ce jugement-là. Et du coup, toute ma vie a été conditionnée à ça et par rapport à faut sortir avec bidule parce que ça se fait bien et puis t'as 17 ans, ce serait bien de plus être vierge. Enfin, tu vois, tout plein d'injonctions que t'avais dans ta tête qui étaient affreuses. Et je m'étais construit beaucoup avec ça. Et du coup, j'avais décidé de faire un vœu de célibat. Et du coup, enfin, il y avait plus de relations. Du coup, ça m'avait coupé dans la pression de l'humain. J'avais plus besoin d'être conforme. J'avais Mmh. plus besoin d'essayer de plaire. Mmh mh, mmh. Et ça a changé complètement mes Tu relations. juste toi et ouais, c'est ça. Et ce vœu de célibat là, quand tu le c'est à quel moment que tu fais ce shift là? C'est après les 23? Non, c'était pas ça. Ouais, c'est au moment du test VIH. Si, ouais, c'est ça. OK, juste Ouais, après là où tu as le déclic, vraiment et que tu commences ton chemin en dev perso, quoi. Et donc ouais, exactement. ça te libère du coup en fait, tu t'es rendu compte que le choix dans tes relations que tu faisais, c'était toujours, plaire finalement ou s'opposer, se protéger quoi, quelque C'est part. ça. Et plus largement dans ma vie après derrière. Mais je Ouais. me suis rendu compte que tout conditionné à faut que je sois de telle manière pour lui plaire à lui, il faut que je sois de telle manière pour lui plaire à elle. Et du coup, j'étais jamais qui j'avais envie d'être parce qu'il fallait toujours que j'essaye de plaire. D'accord, ouais, 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 je vois. C'était le problème du besoin de la relation, en fait. Et avec le vœu Mmh. de célibat, du coup, il y avait plus de besoin de relation. Et du coup, j'avais plus besoin de plaire. Donc, du coup, j'en avais plus rien à foutre de tu m'aimes pas, c'est pas mon problème, en fait. C'est ça. Euh, et ça, c'était vraiment intéressant parce que déjà, ça m'a reconnecté à être plus en lien avec les gens, mais de manière vachement plus profonde, en fait. Mmh. Puisqu'il y avait plus cette espèce de parade qu'on La essaye de parade créer. amoureuse, ouais, c'est ça. Ouais, elle disait, là, vous avez plus de faire le pan, même si c'était pas autant. Mais j'avais plus cette pression-là, et ce qui faisait que je pouvais Ouais. connecter vraiment avec les gens, mais et puis il y avait plus d'ambiguïté de ma part, Mmh mh, ce qui mmh. fait que quand je disais à quelqu'un, mais toi, je t'aime vraiment bien, c'est parce que je l'aimais vraiment bien, c'est pas parce que je me suis dit, est-ce que je vais finir dans ton lit ou pas, tu vois. Ouais, 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 ouais. OK, tu pouvais exprimer, du coup, tu étais beaucoup plus libre d'exprimer, ben, les émotions que tu ressentais telles que tu les ressentais à ce moment-là, mais sans l'enjeu de tout ce qu'on peut mettre derrière la relation, « et c'est quoi les conséquences de et pour plaire ou déplaire, mon Dieu, il faudrait Est-ce peut-être qu'il que va je…» pas croire que, est-ce qu'il va se dire, Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. t'enlèves, et c'est tellement léger et tellement. Et après, je me suis rendu compte avec ça, j'ai fait mon premier voyage toute seule, Mmh et je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'es seule que quand tu le décides. mh. Mmh. La solitude était un choix, quoi, quelque part. Ouais, et en fait, on a toujours peur d'être seule. Mais quand je suis partie toute seule en voyage avec mon sac à dos, là, c'était la première fois que je partais, j'avais juste mon sac à dos. Et franchement, je suis arrivée à l'aéroport, j'étais encore en train je me disais, putain, j'espère que je vais glisser et me péter une jambe, j'espère que je vais glisser et me péter une jambe, comme ça, je vais pas avoir besoin de partir, tellement j'avais peur, tu vois. Ouais, ouais. J'ai pas glissé, je me suis pas pété la jambe. Du coup, je me suis retrouvée dans l'avion toute seule. Et dans l'avion, il y a un gars qui était à côté de moi et il commence à discuter, puis c'était un Allemand, puis il était super sympa. Puis en fait, et après, tout au long de ce voyage-là, je me suis rendu compte qu'on n'était jamais seul que si on le décidait. Mmh.
C'était dingue. J'ai jamais. Et il y a plus longtemps, quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai fait 3 semaines et demie toute seule. Ils m'ont dit, mais tu t'es pas sentie seule? Je dis, ah non. Non, en fait. Les moments où j'étais seule, c'est parce que j'avais envie et je disais aux gens, non, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi Ouais. tranquille, je vais être toute seule. Et sinon, j'étais tout le temps avec quelqu'un, il y avait tout le temps quelqu'un qui venait me parler ou que moi j'allais parler vers quelqu'un. Enfin, du coup, ce célibat plus l'expérience de la solitude, mais du coup de la solitude choisie, ça change vraiment le rapport. Et ça change tellement le rapport à soi, en fait, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de si horrible que ce que je pensais. Mhm. Pendant longtemps, je me suis détestée, hein. J'ai pas pu me regarder dans un miroir pendant plus de, je sais pas, 4 ou 5 ans. Je crois que j'ai fui mon reflet dans un miroir pendant au moins 5 ans. Ou dès qu'il y avait une Mhm. surface réfléchissante, on ne voyait plus. Il y a toute une période de ma vie où tu m'as pas en photo. Mhm. Tellement je m'insupportais dans qui j'étais. Mhm. Maintenant, tu peux me prendre en photo, ça. Euh, Ça va. euh, donc du coup, ouais, c'était vraiment très, très particulier et ça m'a ouvert tellement de cette période-là. Moi, les gens, quand ils galèrent en relation amoureuse et tout ça, je comprends, franchement, que ce soit dur. Et je leur dis toujours, mais en fait, choisis de ne plus être en relation amoureuse. Choisis. Mhm. Et quand j'ai fait mon vœu de célibat, c'était pour toute la vie, hein. C'était pas pour un temps. Je me suis pas dit, je vais être en célibat pendant 2 semaines, tu vois. J'avais décidé d'être en célibat toute ma vie. De plus jamais être en relation avec parce que c'était trop compliqué, la relation humaine. Et après le dev perso, après m'être ouverte, après avoir voyagé, après m'être fait des amis, après tout ça, où j'arrive en 2012 et là, je me sens tellement bien avec moi-même. Tu sais, Ouais. j'avais l'impression, je disais aux gens, mais en fait, à cette époque-là, je marchais plus, je flottais. Tu On avait marchais dit, sur l'eau. ah ouais, tu sais, je sortais, tout était synchronicité, et le soleil, quand il y avait des nuages, le soleil ne tombait que sur moi. C'est un truc de Ouais. dingue. Et je flottais. Et là, à ce moment-là, c'était à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, ok, là, je suis arrivée à un endroit où je suis tellement bien avec moi que la prochaine étape, c'est de réussir à être bien avec quelqu'un. Ok, où là l'envie est revenue, mais à partir d'un autre endroit, où c'était ben, je me suffis déjà moi-même, je m'aime suffisamment, mais là je vais voir en étant en contact de quelqu'un d'autre si est-ce que c'était plus un élan pour reconnecter avec l'autre ou plus un élan pour tester, si voir si ce que tu avais construit de toi à toi pendant tout ce temps-là, est-ce que ça allait être influencé par un autre, une autre personne? Ouais, non, c'était pas un test, c'était un besoin de partager. En fait, Ouais. il y a eu un moment donné, je me sentais tellement trop pleine d'eux. Ah J'avais ouais, tellement trop, j'étais tellement trop, j'étais tu trop planais hype, quoi. tellement. Ah ouais, Ouais. j'avais tellement d'amour, j'aimais tout. Je voyais un pigeon dans la rue, je me mettais à pleurer tellement je le trouvais beau. J'avais Ah tellement là tout ça à partager que j'avais envie de le partager avec quelqu'un, tu vois. De plus. Et c'était vraiment cette espèce d'élan de, tu sais, on dit toujours, un jardinier, quand il a sa première tomate, il veut la garder pour lui. Quand il en a 20 kilos, il est prêt à les donner à ses voisins. Bah, moi, c'était là. pareil. Là, j'en avais trop. J'avais trop, tellement trop plein de tout, de trop de bonheur que j'avais besoin de le partager, en fait. D'accord, ok. Et donc à ce moment-là, enfin, ouais, comment ouais, comment je vais dire ça? À ce moment-là, tu te fais tu te poses cette intention de dire, ah ben maintenant c'est bon, je suis ouverte, j'arrête le célibat, ou c'est plus une promesse par rapport à une autorisation par rapport à toi, ou Ah non, tu comment? poses des trucs. Alors déjà, j'enlève la bague de. J'avais une alliance, en fait, de mariée à moi-même. Donc, j'enlève l'alliance que j'ai. Ah, excellent, tu avais une bague pour toi-même. Ouais, Ah, d'accord. je m'étais mariée à moi. Du coup, en célibat, je m'étais auto-fermée. Donc, j'ai porté une alliance juste de moi avec moi-même, tu vois. Donc, j'enlève mon alliance, je pose mon alliance, je dis, OK, maintenant, c'est bon, c'est OK, je me réouvre. Et je fais le truc le plus intelligent qu'on fait quand on veut être avec quelqu'un. Je m'inscris sur une appli. Mais oui, en même temps, Sandra, oui, évidemment. On Aujourd'hui, est quand comment on même en fait? 2000, on est quand même en 2012. Bon, bah, ça va quoi. À cette époque-là, il y avait des applis. Ouais, c'est ça. Je me mets sur une appli et tout. À l'époque, ça s'appelait Badoo. C'est un peu un équivalent de Tinder, tu vois. Ok. Ouais, ouais, je crois que ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Donc, je fais quelques dates et tout ça. Et c'était drôle parce qu'en fait, les dates, moi, l'appli, c'est ce que je dis aux gens, l'appli, c'est pas fait pour se rencontrer. C'est juste pour ouvrir des portes. En fait, une appli, tu sais, tu fais ton match. OK, on a matché, cool, on va boire un café. Essaye pas de me parler dans l'appli, ça m'intéresse pas, en fait. Mhm. T'envoyer des messages pendant 2 heures, machin, ça m'intéresse pas. Savoir c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi ton profil, ça m'intéresse pas.
on a matché, on va boire un café. Après le café, on décide est-ce qu'on continue de se parler ou pas. Ouais, d'accord. Ouais. Pour moi, l'affaire du texting, là, je t'envoie des messages, on chatte et tout ça, c'est de la merde en barre. J'ai fait ça quand j'avais 14 ans. J'adore. Quand j'avais 14 ans, je faisais ça et je faisais des forums et tout ça. Et c'est pas bon, en fait. C'est vraiment pas bon. Parce qu'en fait, tu te crées un fantasme au niveau de ta tête et c'est pas du tout la personne que tu as en face. Pour rencontrer une personne, tu dois la rencontrer. Tu peux C'est ça. pas, je veux dire, ne pas rencontrer la personne en vrai, ne pas avoir ce feeling-là. Tu te coupes maintenant avec la connaissance que j'ai, mais avant c'était à l'époque, c'est que tu te coupes de l'alchimie en fait, de la vibration. Et si tu te coupes de la vibration, tu sais pas si la personne tu vas vraiment connecter avec ou c'est juste t'es en fantasme. Ouais, et c'est plus un truc imaginé, illusoire dans la tête, quelque chose, ou si c'est vraiment quelque chose qui se passe quand tu rentres dans le champ de l'autre et que tu sens que ça connecte, ou enfin, tu sais, Ouais. on parle un peu de cette histoire comme les polarités, est-ce que les aimants s'attirent ou est-ce que les éléments au contraire se repoussent, et ça tu peux pas le faire via un texto comme tu dis ou quoi, tu as besoin Non. d'aller boire le café, sentir la personne, mais pas sentir comme les chiens, Si hein. aussi, sans son odeur, parce que franchement, moi, il y a des gens, leur odeur, elle pue, ça me fait. Ouais. Je suis désolée. C'est physique en fait. Ça, T'as c'est vrai, besoin de parce ce que côté physique. ouais, c'est Ouais. ça. T'as besoin de toucher un grain de peau, de sentir une odeur de peau, de voir si ça et la vibration, l'énergie, ça cale ou pas. Et du coup, moi, il y avait des gens qui me disaient ouais, viens, non, d'abord on discute. J'ai dit non, non, toi c'est bon, bloqué. En fait, si tu veux pas, si après le viens, on va prendre un café, c'est pas un oui, c'est bloqué. Mhm. Et c'était, du coup, j'avais des trucs très. Alors après, je venais Tu avais avec comme des toute mon principes ou des intensité. règles. Tu avais des règles, du coup, pour Ouais. baliser, pour sélectionner, on va dire ça comme ça. Pour Donc j'avais être. aucune règle sur le physique, sur le genre, sur l'âge, sur l'occupation, j'en avais rien à foutre. Mais viens d'abord, on se rend compte, ça match pas, ça match pas. Point. Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. J'avais pas de ça pour moi c'était genre un sine qua non. Et je pense que ça les gens ils s'ouvrent toujours trop. Pour moi c'est le plus gros fail des applications de rencontre et pourquoi ça marche pas. C'est parce que les gens après d'abord ils discutent pendant 6 heures là. Après ils se disent ah ouais c'est tellement la personne de ma vie, elle me raconte tellement des choses extraordinaires et profondes. Puis après ils se voient et ils se regardent comme des merles en fruits, ils n'arrivent pas à connecter. Mhm. C'est de la merde en fait. Euh, Parce que en fait tu t'es créé une image d'une personne qui n'était pas la personne. Alors Mhm. que quand on se rend compte, on se rend compte. Et ça pour moi c'est le plus ouais, se laisser être avec la personne telle qu'elle est et surtout pas se dire ah mais elle pourrait être autrement ou si elle était un peu plus comme ça matcherait. Enfin tu vois, il y a une espèce de vraiment prendre la personne telle qu'elle est. Et j'ai daté et j'avais une nénette avant Caroline avec qui j'étais en date. Et elle était super intéressante cette meuf, elle avait plein de trucs. Elle était vraiment très très intéressante, mais elle était pas à l'intensité de ce que moi de ce que j'étais en fait. Je sais pas comment expliquer, tu sais, c'est euh, moi j'arrivais avec mes 4 ans de célibat avec une connaissance de moi-même et de ce que je voulais tellement dingue et pointue que en fait, il fallait que tu te mettes tout de suite au diapason sinon ça marchait pas. Et on fait Mhm. un premier date, c'est cool, ça se passe bien, on discute, on fait un deuxième date, puis tu sais, je sens un espèce de flottement des gens indécis là, des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, ils ont envie mais ils ont pas envie, ils veulent te dire oui mais ils veulent te dire non. Ah c'est bon, ça m'a saoulé. Hein. Troisième date, c'était fini, on se parlait plus. Hein. J'ai dit vas-y dégage. Hein. J'ai dit tu veux pas en fait. Avec Caroline, on dit on a fait je pense que quand on s'est mis ensemble, ça a été le moins romantique de la terre. Parce qu'avant de se mettre ensemble, on s'est posé dans une salle de réunion et on a dit ok, c'est quoi ton besoin de vie? Tu veux vivre ensemble, d'accord. T'as des enfants, ok. Comment est-ce qu'on fait les enfants? Tu veux pas les élever seuls, ok. Ça veut dire qu'on vit ensemble, ok, très bien. Est-ce que on n'était pas encore ensemble, qu'on avait déjà décidé? Tu veux un coup d'un soir ou tu veux pour toute la vie? C'est pour toute la vie, ok. Moi c'est pareil, ça m'intéresse pas les relations d'un soir. Et tu vois, Ouais. en fait, on est tout de Mais suite. c'était, ouais, c'est ça. C'était tout de suite, parce que vous saviez l'une et l'autre ce que vous vouliez. Parce que c'est ça que tu dis, en fait, c'est que il y avait une genre de prise de décision ou tu vois, tu parlais de choix délibéré tout début, à un moment donné, par rapport à ces. Enfin, c'est ça, j'ai un peu l'impression que dans tout ton parcours, tu t'es tellement exercé à plein d'endroits différents dans ta vie à faire des choix délibérés. Bah, arrêter les addictions, c'est un choix délibéré. Aller au boulot avec le sourire ou voir ça comme un jeu, c'est un choix délibéré. Voir ton licenciement comme voilà, c'est aussi un choix. Et voir que la solitude, ben, tu l'as choisi quand tu es en voyage ou pas et avec qui tu connectes ou pas, que tu vas sur une appli, tu poses aussi tes règles. Enfin, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, donc c'est bien calé. Et puis en face de toi, quand tu as quelqu'un, enfin, je comprends ce que tu veux dire,
quelqu'un qui est dans ce même espace, bah, du coup, ça fit direct. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a plus de blabla. On va direct à l'essentiel, on perd plus de temps et on sait que c'est calé, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait que ça démarre tout de suite sur les bonnes bases parce que vous êtes raccord. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est se donner l'occasion d'être avec quelqu'un qui est vraiment, d'être suffisamment stable en soi, suffisamment bien en soi pour Déjà que bien. la personne, elle puisse être aussi, elle, cette personne-là. Et si la personne en face n'est pas cette personne-là, qui n'arrive pas à être aussi stable, bah, c'est OK, en fait, c'est juste pas la bonne personne. Mm. C'est pas grave. Puisque de toute manière, je suis bien toute seule. Enfin, tu vois, il y avait en plus ce côté-là de, comme de toute part, Ouais. il n'y avait pas de pression du coup sur l'autre à ce qu'il change pour qu'il puisse me plaire. Ouais, et du coup, il n'y a plus ce besoin que l'autre vienne combler quelque chose qui, en fait, est déjà plein. Ouais, c'est Parce que ça. c'est ça, tu disais, tu vois, mais j'aime bien ton image de tomate, où t'es déjà plein, donc t'as pas besoin des tomates des autres, tu vois. C'est quelque part, non, mais ça va, j'ai assez de tomates pour moi, pour d'autres, donc j'ai pas besoin que toi, tu me ramènes tes tomates à toi, qui peut-être en plus sont pourries. Donc, Après, si t'as envie qu'elles sont cool et que, tu vois, moi j'ai des cœurs de ouais, bottes mais avec bien green sûr. zebra, ok, c'est cool, tu vois, ça fait une plus jolie salade. En fait, ça fait une plus jolie Ouais, salade. c'est ça, c'est plus varié, ouais, c'est ça, plus varié. Ouais, ouais. Ok. Et au vu de tout ce, bah, là, au jour d'aujourd'hui, donc tu vois, tu accompagnes les gens dans la relation. J'ai cru comprendre que tu les aides justement à pouvoir la relation eux-mêmes. Quand je dis les Ouais. relations, je pense que c'est large, hein, c'est pas juste la relation. Ouais, je les accompagne, surtout dans la relation à eux, pas trop enfin, forcément, ça a des impacts sur les autres, mais ouais, dans la relation à eux-mêmes, je les accompagne surtout sur la relation à l'addiction aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui t'empêche Mhm. d'avoir une relation à toi profonde et de vraiment te connaître, c'est l'addiction. C'est Mhm. comme un voile, tu sais, c'est comme un frein, une barrière. En fait, c'est comme si tu te mettais en permanence un voile qui t'empêchait de te voir. Mhm. Et comme ouais, c'est ça, comme ouais, donc ouais, un voile, mais en même temps, le voile est quand même assez épais. Enfin, l'addiction est une des stratégies pour ne pas ressentir ou ne pas. Donc, c'est quand même un mécanisme de défense quelque part pour se Ouais, protéger. c'est une stratégie de fuite par excellence et je la comprends et je la comprends. Et même, il y a des fois, je dis, mais utilise les. Vas-y, fais-toi plaisir. Il y a des fois, franchement, t'as pas envie de faire face, c'est ok, juste que pas face. Enfin, on est tous humains, il y a des moments où c'est trop et on a besoin de pas faire face et c'est ok. Mhm. C'est juste de pas, l'addiction en fait, c'est de rester dedans, bloqué dedans. C'est la prison en fait. Ok, ok, Je dis, ok. boire une bière, fumer une clope, boire un verre de vin, se mettre il n'y a pas de problème en fait avec ça. L'action en tant que telle n'est pas problématique. Le problème, c'est quand ça devient quelque chose dans lequel tu n'arrives plus à sortir. Quand Hmm. ça devient tellement ancré et automatique que même quand tu veux arrêter, tu n'arrives plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus fort que toi, quoi. À partir du moment où c'est plus fort que toi, c'est là que tu sens Ouais, c'est là qu'il y a un problème. c'est ça, que tu n'es plus du coup en choix, justement, Bah, t'as ce plus le dont tu as choix en besoin, fait. quoi. C'est ça, tu n'as plus le choix parce que le choix est déjà délégué à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Pour moi, la grande liberté, c'est pas tant, tu vois, c'est pas l'absence de contraintes parce qu'il y en aura toujours. La liberté, c'est d'avoir la possibilité de choix. Mhm. Et quand t'es en addiction, t'as pas le choix que de faire ce que tu es en train de faire. T'as pas le choix que de fumer, t'as pas le choix que de boire, t'as pas le choix. Et ça, c'est dommage. Moi, après, je dis, moi, je suis ancienne fumeuse, donc je suis non fumeuse aujourd'hui. J'ai fumé depuis l'âge de 15 ans jusqu'à mes 33 ans. C'est pas mal. Bonne performance. Et de temps en temps, je sors et je bois un verre et puis je bois pas un verre, enfin, je bois un coca. Parce que quand je sors, je bois des coca, tu vois. Donc, je bois un coca, puis je rigole avec les gens, et puis je dis, ah, vas-y, fais-moi une clope. Puis je fume une clope, tu vois. Et c'est cool. Mais jamais je reprends. Parce que ça Mhm. m'intéresse pas, en fait, d'être de nouveau dans cette fuite-là. Parce que les besoins enfin, tout ce que nourrissait la cigarette, aujourd'hui, je suis capable de le nourrir autrement. J'ai trouvé des alternatives. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire une pause, enfin, ce que je faisais avec la clope, aujourd'hui, tu sais quoi, j'arrive à le faire en faisant sans la Mhm. clope. C'est pareil. C'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est trouver des alternatives finalement pour combler l'addiction, le voile que tu disais, bah, justement d'arriver à je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais le déchirer le voile et de dire, OK, c'est bon, ça, j'en veux plus, maintenant je veux voir clair, je veux faire face, comme tu disais, et puis être dans cette liberté du coup de choix je suis plus
esclave de mon addiction, mais c'est moi qui deviens le maître de quand ou pas je vais boire, fumer, manger du chocolat, du sucre, de je sais pas quoi, C'est etc. ça, je veux dire, je veux jamais, j'ai des gens, ils sont addicts au sucre, je vais leur dire, mais jamais je vais te dire, arrête de manger du sucre. C'est trop triste, la vie. Une vie Mm. sans chocolat, je sais pas si elle vaut la peine d'être vécue, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. tu vois, et je comprends que tu une addiction au sucre et que tu te dis, je vais plus jamais manger de chocolat ou de cookies de ma vie, je peux comprendre ça. J'ai dit, mais en fait, moi, mon but, c'est juste que t'aies pas besoin d'avoir cette compulsion-là pour te sentir mieux. Mais que de temps en temps, quand tu as envie et que ça te fait vraiment plaisir et que et que c'est un vrai plaisir, cool, mange ton carré de chocolat, mange ton beignet, c'est cool, quoi. Enfin, la vie, elle est cool. On se prend tellement la tête avec plein de choses que c'est pas la peine de s'imposer des petites choses comme ça. Fumer une clope, ouais, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Ok. Quand tu as été fumeur, fumer une clope de temps en temps, tu sais que c'est un plaisir pour toi. Je vais pas te dire ne te fais plus jamais plaisir de ta vie, c'est triste. C'est ça. Non. Ne sois juste pas prisonnier, en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, avec tous les, voilà, sur ton parcours de vie, si tu devais, là, j'ai noté, voilà, liberté de choix, et puis, finalement, le message, c'est, tu sais quoi, la vie est plus cool que ce que tu pourrais te dire, et tu as dit plusieurs fois le mot perspective aussi, d'apprendre voilà, pour moi, c'est changer de regard, c'est ça, dans perspective, c'est tiens, et si je faisais un petit pas de côté pour essayer de voir la situation avec un regard neuf, différent, un angle différent, sous un autre prisme. Quels sont je veux dire, les 3 apprentissages de sagesse que par rapport à ton parcours de vie jusqu'à maintenant, bien sûr, et ça va encore évoluer et tout ça, mais là, à cet instant T, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme apprentissage de sagesse aux éditeurs du podcast en disant, voilà, moi en tout cas, ce que j'en retire de tout ça, quelles sont les 3 grosses leçons de vie, je sais pas, j'aime pas trop leçons, mais ouais, apprentissage de sagesse, Hmm. ce serait quoi? Là, ce qui me vient, la première, c'est qui on croit être, mais pas qui on est. Enfin, je sais pas. C'est à l'instant présent, on a toujours une image de qui on est, de ce qu'on pensait, de ses capacités, de ses limites, de ses croyances, enfin, de qui on est, de l'identité qu'on a. Et ça, c'est pas nécessaire que ce soit celle de demain, tu vois. On n'est pas obligé d'être la même personne demain. On a le droit d'être complètement différent, on a le droit, euh, parce que si j'étais accrochée à l'identité que j'avais quand j'étais adolescente, je pense que déjà je serais morte aujourd'hui, mais je serais encore dans la dépression, je serais encore scarifiée, je serais encore dans l'addiction, je serais encore, et je me serais pas autorisée, je serais encore quelqu'un de super dark, tu sais, genre j'avais ces grosses mèches de cheveux qui tombaient devant, j'avais un maquillage très noir, j'étais très dark. Et aujourd'hui, les gens ils me disent ah merci pour ton énergie, t'es tellement lumineuse. Et je suis morte de rire, je dis oh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps quoi. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens ils m'aiment? Donc c'est vraiment ça, c'est de se rappeler qu'en fait, qui on croit être ou même ce qu'on a vécu, c'est pas la vérité. En fait. Tout ça, c'est que des choses qu'on se raconte et auxquelles on a décidé de s'accrocher pour une raison ou pour une autre et qu'on n'est pas obligé de le faire. Si ça nous dessert. Même toutes les histoires de tristesse, moi, mon histoire personnelle, je peux la raconter en faisant pleurer ou en faisant rigoler. C'est moi qui choisis l'angle. C'est ça. Je peux faire une grande tragédie, comme tu disais au début, ou une comédie, ou un récit épique. C'est moi qui choisis. C'est ça. Et ça, en fait, je les ai redonné le pouvoir aux gens sur leur vie parce que souvent on se sent victime de qui on est ou prisonnier de qui on est. Et ils ont raison, hein, parce que les gens qui nous entourent nous imposent à être d'une manière. Quand on change, les gens ils disent ah mais t'étais pas comme ça, avant, c'est horrible. T'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade? Donc le monde qui nous entoure nous impose à rester constant. Ouais, Souvent. ou la phrase aussi, je sais pas si c'est la même chose, c'est celle du mais tu sais, bon, moi, on est comme on est. Hein. Tu vois, il y a comme une sorte de figement dans un état d'être. Et du coup, c'est genre, tu n'ouvres pas la porte, la possibilité à autre chose. Ah, mais c'est moi, je suis comme ça. Hein. Ouais, je suis comme ça. C'est une Je suis comme addiction, ça, il je n'y a suis rien comme à ça. faire, quoi. Je suis comme ça, il y a rien à y faire, je suis née comme ça, voilà, je ne changerai pas. Oui, non, je suis OK on parlait de cette notion-là de OK, on ne veut pas changer l'autre de toute façon, mais il y a un côté un peu enfermant des fois dans ce genre de discours-là de ouais, mais je suis comme ça, et il y a un peu genre c'est foutu quoi. C'est une sorte de
de défaitisme par rapport à sa propre identité. Oui, Genre, de toute façon, voilà, c'est foutu, c'est comme ça, j'ai pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de transformation possible, de mutation possible ou d'évolution possible. alors que bah non, en fait, t'es pas comme ça. T'as choisi d'être comme ça, c'est cool, mais si tu veux être différemment, t'as le droit aussi. C'est de nouveau une question d'ouverture et d'avoir le choix de qui on a envie d'être. Aujourd'hui, j'ai envie d'être grognon, je suis grognon et j'envoie tout le monde chier. Et demain, je suis la fille la plus lumineuse et la plus joyeuse, j'ai le droit aussi. En Ouais. fait, j'ai le droit d'être bipolaire et je vous emmerde. C'est ça. Tu vois? Pour moi, ça, c'est l'apprentissage que j'ai le plus gros, c'est que, en fait, qui on est infini et on a le droit de choisir et peu importe si ça plaît ou ça déplaît autour, en fait. Ok, donc le premier, c'est vraiment le qui on croit être, finalement, on n'est pas qui on est, et au final, c'est toi qui choisis. Ouais. C'est toi qui choisis, indépendamment de toutes les, justement, les injonctions, comme je disais, on a effectivement tous injonctions qui sont de l'extérieur, mais qu'on internalise aussi, hein, qu'on après, il faut que Complètement. je sois, voilà, une fois qu'on nous l'a dit une fois, après, on a du mal à soi-même, alors qu'il n'y a plus les petites voix extérieures qui sont là, on continue à entretenir le truc, non, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme là, je peux être ci, je peux. Enfin, il y a un peu cette catégorisation de bien mal. Donc, j'ai le droit d'être comme ça, mais j'ai pas le droit d'être comme ça. Donc, je trouve ça, ouais. Et c'est libérateur. Donc, tu parlais beaucoup de liberté pendant Ouais. l'échange. Et donc, bah, c'est libérateur de finalement pouvoir dire, bah, c'est moi qui choisis qui je suis C'est ça. aujourd'hui. Quel est Aujourd'hui. pour reprendre un peu ton image de la pièce de théâtre, au final, c'est toi qui choisis le rôle que tu joues aujourd'hui dans la pièce. Quelle facette j'ai envie d'incarner aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est Pour moi, ça. c'est super. On est notre propre pièce de théâtre à l'intérieur de nous, hein. D'ailleurs, c'est une image que j'utilise souvent avec mes clients pour aller leur faire rencontrer les différentes parts d'eux. Et c'est ça, en fait. On est un théâtre à l'intérieur de nous et on a le droit de mettre quel masque. Tout le monde dit, ah, c'est mal de porter un masque. Si, porte un masque, mais pas toujours le même. Choisis-le. Délibérément, en conscience et avec beaucoup de joie. Genre, aujourd'hui, j'ai envie d'être une connasse quand de temps ça m'amuse. Ouais. C'est ça. Ok. Que ça Ouais. fait du bien. Mhm. Si je devais aller sur un deuxième, je vais rebondir parce que je pense que tu l'as dit, c'était le bien et le mal. C'est très, très, ça pour moi, c'est un truc, c'est une notion qui est très, très relative. Il y a des choses qui m'insupportent, mais ça m'insupporte moi. C'est pas mal. La notion de bien et de mal, pour moi, j'ai fait extrêmement attention parce que sinon, c'est comme ça qu'on se retrouve avec la guerre en Irak, avec des terroristes, avec beaucoup d'intégrisme, d'extrémisme, de lois contre l'avortement, en fait, toutes ces notions de bien et de mal, ça me dérange profondément parce que je trouve ça très enfermant, ça divise, ça sépare. Il y a toujours le bien et le mal d'un côté. Et en fait, pour moi, tout le monde, c'est toujours tout bien, hein. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait quelque chose de mal. J'ai connu que des gens qui faisaient parce eux, se sentaient mal, ils étaient en souffrance, ou parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bien. J'ai Ouais, des jamais connu quelqu'un qui disait, tiens, je vais faire ça, c'est mal, ça a l'air cool. Jamais. Et on pourra, enfin, même, j'adore prendre par exemple Hitler. Hitler, c'était pas quelqu'un de mauvais, c'était quelqu'un qui essayait de sauver son pays. Enfin, Avec ça, ouais, c'est ça, avec son prisme, avec sa stratégie, etc. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Donc, avec la notion de. J'aime bien cette nuance que tu as apportée sur le. Ok, ça m'insupporte. Moi, je peux avoir un avis très subjectif sur une position, voilà, sur quelque chose, mais tout en étant vigilant, du coup, à cette notion de. Je sais que bien et mal, parce là, tu vois, tu as beaucoup parlé de mal, et moi, il y a un peu aussi l'équivalent au niveau du bien. Tu es quelqu'un de bien quand tu es démuni et que tu donnes, tu vois, le vœu de chasteté, pas chasteté, ouais, de pauvreté, pardon, pauvreté. j'ai un peu mélangé les trucs. Mais tu vois, cette notion de, ouais, tu es quelqu'un de bien quand tu fais plaisir, tu es quelqu'un de bien quand tu es parfait, tu es quelqu'un de bien quand tu fais vite. Enfin, tu sais, toutes ces injonctions, enfin, ces différents drivers et tout le reste encore. Enfin, et ce truc de ah, mais elle, c'est une personne bien. Mais en fait, t'en sais rien du tout. Je ne sais pas Ouais, d'après quels critères, enfin, tu projettes que cette personne pourra en venir un peu, tu vois, faire un peu le parallèle aussi avec l'application là dont tu parlais. C'est intéressant parce que c'est aussi une projection. Même sans application, on passe notre temps en fait à projeter. Ah oui, ce couple-là a l'air heureux, épanoui. Ou ah oui, cet enfant-là
Ah, moi, j'aimerais tellement avoir un enfant calme comme ça. Parce qu'on Ouais. projette que c'est bien d'avoir un enfant sage, Oui. quelqu'un comme ça. Et J'en sais ouais, rien ce qu'il vit au quotidien, ce pauvre enfant, peut-être qu'il est trauma de ouf, tu vois. ouais, c'est ça, oui. Les gens vont plus regarder les enfants sages de la même manière après ce podcast. Mais Non, mais l'idée, c'est ça, franchement, c'est qu'en fait, on peut aussi, partir dans la séparation avec le bien. Parce que oui, il y a le mal, il y a les terrorismes et cetera, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a l'opposé extrémisme de l'opposé du bien qui existe en pareil et qui est tout aussi, je sais même pas comment dysfonctionnel ou je sais pas si, ouais, exactement. mais c'est toxique. C'est Ouais, ou toxique. toxique, voilà le mot, c'est ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à justement à ça et on s'en rend pas compte. On se dit que c'est toujours bien là, comme tu dis, moi je fais partie des héros, hein. Moi je suis des gens qui sauvent le monde. Moi je suis quelqu'un qui est toujours honnête. Bah, mais vraiment, comme moi j'aime bien toujours poser la question: «Vraiment? Toujours?» T'es toujours honnête, tu dis toujours la vérité, tu Ouais, fais toujours que le bien. c'est ça, exactement. Ouais, donc ouais, cette notion de séparation, aussi, de faire le distinguo entre le bien et le mal, du coup. Ouais, ça pour moi c'est vraiment un truc avec un peu de perspective. Justement, en changeant de perspective, en adoptant la perspective des autres ou en regardant différemment une situation, on se rend toujours compte que c'est très surfait cette notion, hein, la morale, tout ça, non, ça. euh, Après, il y a des questions de bien-être individuel, de bien-être collectif. Là, on commence à s'intéresser. Et encore, même dans ça, ah, tu vois, moi-même, les questions, c'est très polémique ce que j'aime faire, ce genre de truc, mais toutes les questions de pollution, de réchauffement climatique, de trucs, enfin, tu vois, ça pourrait être affreux, mais si tu prends d'une autre perspective en disant de dire, OK, si tu regardes bien, l'humanité, même la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est le résultat de la pollution des bactéries anaérobies qui ont rejeté de l'oxygène au début dans l'atmosphère. Au début, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il y a des bactéries qui ont commencé à péter de l'oxygène. Et nous, on se dit, ah, cool, un gaz toxique, génial, on va survivre grâce à ça. Donc, en fait, on survit grâce aux P pollués de petites bactéries qui sont venues avant nous. Donc, peut-être que Mmh. toute la pollution qu'on produit, c'est sert juste à terraformer la Terre pour une prochaine espèce qui n'est pas la C'est nôtre. ça, c'est ça. Nous sommes les petites bactéries qui pèteront à notre tour. Et tu vois, donc du coup, après, ce discours super moralisateur, on est une espèce méchante et mauvaise, on détruit notre environnement et on fait des trucs affreux. Ouais, ok, cool. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait? T'en sais rien, parce que peut-être que dans 10 000 ans, il y aura une autre espèce qui aura été tellement heureuse qu'on ait rasé la surface de la Terre à coup de bombes nucléaires, quoi. Parce que eux, Mmh, ils vont thrive sur les radiations. c'est ça. Et ça, nous, on n'en sait rien. Et en fait, du coup, toujours de reprendre ces perspectives-là, ça permet d'ouvrir et surtout pour soi, hein. Ok, tu déculpabilises. Moi, quand j'achète une bouteille d'eau en plastique, même si j'évite de le faire au maximum parce que ça fait partie de mes convictions personnelles, bah, je suis pas là en train de me flageller en disant, ah, méchante, pollueuse, t'es vraiment une mauvaise humaine. Ah, tu vois. Ouais. Ouais, le côté culpabilisant en moins, quoi, finalement. Ça t'ôte ce côté culpabilisant de pouvoir prendre on reparle de la même chose, de cette distance, de pouvoir dire, ben, cette histoire-là, voilà, soit tu te la racontes en version, je suis une mauvaise personne, parce que je n'ai pas le comportement, adéquat, C'est approprié, ça. attendu et cetera. Ou alors, bah, je suis ce que je suis avec, mes qualités, mes défauts, et je crois, bah, du coup, n'être ni une bonne personne, ni être une mau enfin, je suis les 2 au choix finalement. Je suis la personne que je suis et advienne que pourra, en fait. C'est pas moi qui puis être juge de ça. Je peux Ouais. pas être juge de ça. Et ça, je Mmh. trouve que c'est tellement, le bien et le mal, ça amène tellement de jugement et de culpabilisation et de honte derrière qui Mmh. alimente profondément l'addiction, donc sur lequel je me bats derrière. Mmh. Mmh. Dès qu'on enlève ces jugements-là, waouh, et on se fait du bien, hein. C'est ça. Oui, la honte et la culpabilité, c'est quand même 2, enfin, en termes de résilience, c'est 2, 2 inhibiteurs, enfin, c'est deux éléments qui l'empêchent, la résilience. Quand Ah tu ouais. es dans la culpabilité, dans la honte, c'est impossible d'arriver à rebondir justement, puisque tu peux rester embourbé là-dedans et comme tu dis, d'être dans ce cercle vicieux de, «Ah, je suis pas bien. Ah, c'est pas bien. Tout est pas bien». Donc du coup, bah, enfin, la résilience, c'est quand même la capacité de rebondir. Donc à un Ouais. moment donné, de te dire: «OK, il y a une perspective que ça aille mieux». Mais si tu es tout le temps en train de ruminer, tourner en rond et vers le bas de préférence, hein, parce qu'il y a rien de tel, bah oui, forcément, ça va pas amener une dynamique, qui va te permettre de vraiment avancer et de te développer harmonieusement, quoi, par la suite.
Donc, Ouais, ça permet pas de ça permet de creuser en fait. Ça permet pas de rebondir la culpabilité. ouais, On creuse c'est ça. encore plus loin. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Tu aggraves le truc, quoi. Ok. Et si tu avais un troisième message à offrir à nos auditeurs, ce serait quoi? Euh, Ah, ça, c'est le truc qui me revient. C'est un conte qui m'est revenu là comme ça. C'est This too shall pass. Ça aussi, ça va passer. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est vraiment la secours. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi parce que j'aimerais que tout reste toujours pareil. Donc, c'est une notion avec laquelle j'apprends à vivre tout le temps et de se dire, OK, tout est toujours en train de changer et c'est OK. Et quand ça va pas, c'est cool, ça va passer. Et quand ça va, c'est cool, ça va passer. Donc, et que toutes les émotions, en fait, tout ce qu'on vit et ce qui est, et même quand on est dans les plus grosses galères de la Terre, bah ça aussi, ça va passer. Et quand on vit les trucs les plus extraordinaires, parce que c'est les moments de joie extrême et tout ça, bah ça aussi, ça va passer. Parce que souvent, en fait, quand on s'accroche tellement à la joie, derrière, on vit tellement de nostalgie et de tristesse et de mélancolie et on essaye d'y revenir à tout prix, alors que ben non, c'est fini en fait. Ouais, revenir au paradis perdu, quoi. Et donc, il y a quand même une sorte de frustration ou de quelque chose Et ça revient au lâcher-prise, au final. Ouais, Ça, c'est lâcher prise, de pouvoir se dire autant ce qui est bien que ce qui est bien, agréable. agréable ou désagréable dans ce que je suis en train de vivre là comme circonstance, et de pouvoir ne pas être attaché à ça et de pouvoir être dans le lâcher prise par rapport à ça, de savourer l'instant présent. Enfin, il y a aussi à nouveau cette temporalité, comme tout à Ouais. l'heure. J'ai l'impression que finalement, c'est avec cette phrase de tout ce qui t'arrive va passer, ça t'invite à, du coup, concentre-toi sur le cadeau de l'instant présent, quoi. C'est ça. Et puis, bah, si c'est pas un cadeau, c'est pas grave. Fume un joint, ça va passer. Tu vois? Après, pour moi, cadeau, tu vois, j'ai pas précisé le cadeau, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu vois, pour moi, c'est juste le cadeau, t'as un truc dedans. Ouais, c'est clair. Après, tu vas l'ouvrir et toi, tu vas y mettre le jugement que c'est un caca cadeau ou est-ce que c'est un cadeau magnifique, tu vois. Mais ouais, dans mes croyances à moi, c'est forcément, il y a toujours un cadeau. Après, Ça, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'à plus ou moins long terme, le cadeau, il va se révéler. Tu sais, genre, il y a le ouais, cadeau, genre, ouais, tu l'ouvres, tu fais, waouh, ça c'était génial. Et puis, il y a celui que tu l'ouvres, tu fais, et puis, ouais. 3 ans après, tu dis, ah, en fait, c'était génial. C'est juste que je En l'ai pas fait, vu sur le moment. c'est ça, au moment où tu as ouvert, c'est un peu, tu sais, comme le truc de jambon que tu ouvres. Ouais. Au départ, ça sent pas bon. Au départ, il faut laisser un peu s'aérer. Et puis après, ah ouais, ok, le jambon, là, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est genre, avec un peu de temps, tu dis, ah, en fait, c'était pas si mal, ce truc. Mais c'est juste qu'il m'a fallu du temps pour intégrer la notion de cadeau. Pour moi, ça, c'est important, vraiment, là, cette notion de changement, ouais. Parce que, mais ça rejoint aussi la question d'identité au début qui disait, je suis comme ça. Bah non, je suis pas comme ça, en fait. J'ai le droit de changer. J'ai le droit de pas être comme ça si j'ai plus envie de l'être. Mm. Donc, il y Et, a une notion, ouais, c'est ça, de mouvement qui va, tout est en perpétuel ouais. équilibre, déséquilibre, mouvement, où tu parlais ouais, de transformation tout à l'heure. C'est tout le temps en train de changer de forme, de changer d'aspect, de changer de Moi, perspective. ouais, c'est ça. Quand je vois ma vie, je me dis, en fait, ma vie, c'est une série de deuil et de renaissance. Je passe ma vie en deuil et en renaissance. Et Mm. du coup, ouais, ça paraît un peu triste parce que, ouais, j'ai des grandes périodes de tristesse. Je veux dire, mettre fin à quelque chose, c'est toujours, Mhm. ben, tu vis de la tristesse, en fait, là-dessus. Mais ce qui est cool, c'est que c'est juste, ça t'apprend à accepter de plus en plus ce qui est et ce qui vient et ce qui arrive et que c'est OK et que c'est pas important de pas savoir qu'est-ce que ça va apporter puisque de toute manière, ça aussi, ça va changer. Hein, tu vois? Et ça me permet, moi, de garder beaucoup de distance. Comme je dis, hein, moi, comme j'ai un passé avec beaucoup de pensées suicidaires, la solution à tout, c'est de toujours mourir quand c'est Mhm. vraiment la merde. Tu vois. Et en fait, c'est de se rappeler, si tu passes ta vie dans la fuite en espérant la mort, moi, je suis pas contre le suicide. J'ai aux gens quand c'est vraiment trop souffrant, faites ce qu'il faut pour vous. Hein. Mhm. J'ai pas de, tu vois, pas de jugement sur le c'est bien, c'est mal là-dessus. Les gens autour de vous, ils vivront ce qu'ils ont à vivre, peu importe où t'en es dans ta vie. Ce qui est important, c'est que tu sois cohérent avec ce que tu recherches. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me suicider. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment envie de me suicider. Donc, si j'ai vraiment pas envie de mourir, bah, je vais vraiment choisir de vivre.
Ouais, là on en revient à ce choix où au départ tu es quelque part dans une sorte d'indécision ou d'hésitation et donc là c'est pas un choix délibéré, même si là on est en train de parler voilà, d'un sujet ça peut peut-être paraître un peu fort comme sujet, mais c'est la même chose en fait. Et qu'est-ce que tu choisis? C'est choisir de vivre ou de mourir, mais choisis ton camp en gros. Il y a un Ouais, mais côté choisis vraiment, en fait. mais voilà, mais ne sois pas entre deux hésitant, tu veux ça ou tu veux ça? Et finalement ça revient à donc ce que tu disais de qu'est-ce que je crois être? Est-ce que je crois être quelqu'un qui voilà, va sans cesse être dans la et quelqu'un je suis une personne dépressive et en plus ça ne va jamais passer. Là j'ai C'est ça. le combo parfait. Là j'ai le combo parfait où finalement à ce moment-là je choisis délibérément de me dire ok si c'est bien ça que je crois, que je choisis de croire, que ce sera jamais, c'est toujours et tout ça. Ouais, alors choisis le camp de ceux qui disent ok moi je tire ma révérence, je sors de l'acte de voilà de la scène de la pièce de théâtre de cette vie et puis basta. Mais comme tu dis après il y a aussi le rôle de celui qui finit par se rendre compte que ah bah non en fait le choix véritable c'est bah maintenant je choisis vraiment de vivre et de le faire à fond. Ouais. Et c'est un truc, bah, je me suis confrontée à ça il y a 6 ans en arrière. J'ai une de mes copines qui s'est suicidée il y a 6 ans, tu vois. Mhm. Et ça m'a. J'ai dit, ah, ok. En plus, c'était venu un petit peu genre en surprise et en même temps sans être une surprise, tu vois. Et j'ai dit, Mm. ok. Et bah, en fait, ça m'a laissé vachement dans le, ok, moi, qu'est-ce que je choisis encore? Parce que, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'un choix, ça se refait. C'est Comme pas rien. toujours le même choix. En Mais de vrai, toute façon, comme tout passe, et que donc ça, tu as besoin de revalider, c'est pas gravé dans le marbre alors, ouais. c'est ça. Et chaque jour, on doit refaire le choix de est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de vivre aujourd'hui? Comment j'ai choisi de vivre ma vie aujourd'hui? Et ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que j'ai choisi hier. J'ai le droit aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil pour mon couple, ma relation. Régulièrement, on rediscute des termes de notre relation. Est-ce qu'on choisit d'être toujours ensemble? Oui ou non? Est-ce qu'on choisit d'être toujours en exclusivité? Oui ou non? Est-ce qu'on choisit de vivre sous le même toit ensemble? Oui ou non? Et en fait, dans ma relation, dans mon travail, dans ma vie, c'est en permanence un choix continuel et délibéré de devoir faire ce que tu veux. Puis des fois, j'ai pas envie de faire le choix et je vais fumer un joint. C'est ça. Oh, tu disais, oui, c'est ça. Prends des pauses. Voilà, tu peux aussi t'autoriser de temps en temps à dire, bah oui, ok, là, ce choix-là, je ne veux pas le prendre tout de suite. Je vais choisir l'option de la fuite, hein, comme tu disais, que ce Ouais. soit quelle qu'elle soit, chacun ses stratégies de fuite, pour finalement mettre ça sous le tapis jusqu'au moment où t'es à un moment où tu dois poser enfin, c'est pas tu dois, c'est Ouais, ça y est, je vais faire face, ou je suis prête à faire face, ou voilà, c'est ça. allez, j'ai assez traîné, j'y vais là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, Mais ok, pour moi, ok. c'est vraiment ça, se donner tous ces. En fait, pour moi, la vie, c'est de se donner toutes ces options et d'un extrême à l'autre sans en oublier, en fait. Hmm. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'avec les conditionnements, les injonctions, notre éducation, les croyances qu'on a et tout, on se coupe en permanence de nos choix. On se coupe en permanence de bah, j'ai besoin d'être comme ça, mais j'ose pas le faire. J'ai envie de dire ça, mais j'ose pas le dire, ou je peux pas le dire, ou ça se fait pas de le dire. Enfin, et tout ça. Et en fait, moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se laisser explorer tout, depuis ce qu'il y a de plus crade Mhm. à ce qu'il y a de plus joli, en fait. Vraiment, Toute la euh, palette, quoi, quelque part. ouais, toute la palette. Je veux dire, j'adore mettre de la lumière sur tout ce qui est honteux, quoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qu'on peut cacher. Je pense que je me serais bien entendue avec Jung, tu vois. J'aime bien le travail des ombres et tout ça. Donc, j'adore remettre en lumière ce qui est dans l'ombre, en fait. Parce que Hmm. pour moi, c'est plus on ouvre cet éventail-là, plus on est complet, et plus on est complet, moins on a tendance à avoir une impulsion à faire de la merde. Hmm. Tu Mais moi, on est à sais, côté, on a moins à côté de soi aussi, donc forcément, les choix sont plus justes par rapport à soi. ouais. Et comme on a moins de souffrance, on a tendance à moins la balancer aussi autour de nous. Hmm. Parce que j'ai les gens qui font du mal, bon, je remets Entre entre guillemets, guillemets, ouais. tu vois, D'accord. Hmm. mais les gens qui agissent et qui ont un impact négatif sur d'autres, que les autres prennent comme étant négatif sur eux, pour moi, c'est juste des gens qui sont en souffrance. Et quand tu enlèves la composante souffrance, bah, cette compulsion à faire partager cette souffrance pour l'apaiser, bah, tu l'as plus en fait. Hmm. Et ça, c'est en vrai, si j'étais
dans mon truc de moi un jour je veux être comme Gandhi et changer un pays, tu vois. Ce serait de vraiment redonner l'espace à tous nos bourreaux en fait, à tous les endroits à l'intérieur dont on a honte, ces parties sombres et tout ça, parce que plus tu apprends à les aimer, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les besoins, je pense que nos prisons elles seraient beaucoup moins surchargées. Ouais. C'est ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais aujourd'hui, quelque part? Ouais, parce qu'en fait, je vois, hein, la scarification, l'automutilation, c'était tellement de toute la détestation que j'avais de moi-même. Et du Mmh. coup, ça faisait de moi un être humain dont aujourd'hui, je suis pas très fière, hein. J'étais un être humain horrible. J'ai maltraité les gens psychologiquement et physiquement de manière abusée, tu vois. J'étais vraiment j'étais pas une gentille personne pour la peine. Mmh. Dans mon adolescence, j'étais vraiment une connasse et assez sadique. Mais je me rends compte que tout ce sadisme que j'avais à l'intérieur, c'était juste de la souffrance et je voulais que les gens ils aient au moins aussi mal que moi j'avais. C'est ça. Mmh. Et Mmh. donc, et là, moi, je dis, OK, mais en fait, si j'avais réussi ou s'il y avait quelqu'un qui avait ouvert ces espaces-là pour moi, qui m'avait aidé à ouvrir un espace pour que j'aille voir ces espaces-là en moi et dire, OK, c'est que de la souffrance, mais en fait, t'as le droit d'être comme ça, t'es une horrible personne, mais t'as quand même le droit d'être horrible, en fait, ça fait pas de toi quelqu'un qui doit mourir, tu vois. Ça va bien se Mmh. passer et on peut vivre avec et tout le monde est comme ça. Tous ces espaces-là où t'as envie de tuer des chatons, il y en a aussi chez d'autres gens. Tout le monde a ça! Il y a toujours eu un moment donné, même si tu essayes de dire que non, je sais que ça existe quelque part en toi, Ouais, ouais. il y a une micro-parcelle de toi qui a ces envies de meurtre qui existent, sinon il n'y aurait pas autant de meurtre dans le monde. Ouais. Euh, toute cette violence, toute cette colère, toute cette rage qui existe, elle existe. Et plus on essaye de la cacher et de la réfréner, plus elle s'exprime à l'extérieur, tu vois. C'est ça. Mmh, mmh, Et mmh. donc, du coup, je fais, vas-y, on vient, on la regarde. Ok, on la regarde. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de vachement plus apaisé, hein. C'est parce qu'en la regardant, justement, tu la libères et tu l'autorises à OK, je t'ai vu, tu peux l'accueillir, tu n'es plus dans la honte et la culpabilité à ce moment-là, puisque tu arrives à mettre plus de, bon, après, de lumière, d'amour, chacun mettra les mots qu'il veut, mais là-dessus, et qui permet du coup ouais, de mieux choisir du coup ce que tu veux encore pour la suite. Enfin, est-ce que tu veux finalement dire je fais la paix avec ça, puis tu parlais d'être apaisé, ben voilà, est-ce que je choisis d'être quelqu'un apaisé aujourd'hui ou pas? Enfin, C'est c'est toujours ça. c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? J'ai envie d'être heureux ou pas? Enfin, du coup, ça devient Mhm. un vrai choix. Souvent, les gens, ils sont malheureux, ils le sont pas par choix, ils se sont condamnés au malheur eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Ils ont créé eux-mêmes leur propre malheur, quoi. Ouais. Mais t'as le droit de faire ce choix, et t'as le droit de faire différemment. C'est pas parce que ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans que t'es comme ça que t'as pas le droit de changer. T'as le droit d'être heureux maintenant, même si t'as passé 10, 15 ans, 20 ans en prison. Enfin, il y a aucune configuration qui C'est t'empêche de ça, changer maintenant si tu en fais le choix. c'est ça. OK, cool. Eh ben, écoute, ça nous fait, de belles pépites, je pense, déjà. Un beau podcast bien long, bien fourni, bien riche. Merci mille fois pour, bah, de nous avoir partagé, très librement, je vais utiliser ce mot-là volontairement, toute ton histoire, ce que tu en as voilà, ce que tu en as retiré, ce que tu as traversé, ce que tu as transformé, et puis qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui. Puisque forcément, il y a un lien, enfin pour moi en tout cas évident, et je pense que les auditeurs l'auront, au fur et à mesure de notre échange aussi, auront pu le toucher du doigt, cette notion de, voilà, de pouvoir accompagner dans des espaces, de mettre de la lumière et de gagner en liberté, d'être soi, de par choix, volontaire, délibéré. Et donc merci beaucoup pour ça et pour le choix d'être venu parler de toi et raconter ton histoire pendant ce temps ensemble dans le podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra.